cette conférence, on va parler d'autodiagnostic. Est-ce que vous pouvez confirmer dans le chat que vous m'entendez? Puisque, avec cet outil, il y a un décalage de 30 secondes entre le moment où je parle et le moment où vous m'entendez. Donc c'est juste pour être sûr que je ne suis pas tout seul, en mute, comme c'est déjà arrivé la première fois. Est-ce qu'on peut me confirmer dans le chat qu'on m'entend? Hello, super, cool. Yes, bienvenue. On va attendre que tout le monde arrive. Merci d'être présent, présente pour cette conf. Je lance d'ailleurs en attendant que tout le monde arrive un petit sondage. Normalement, ça a dû vous ouvrir un sondage pour répondre à la question: as-tu fait un autodiag? Non, j'ai pas appuyé publish. Là, ça vous l'a ouvert normalement. Hop, bienvenue tout le monde. On attend que les gens arrivent. On va commencer vraiment d'ici 5 minutes. En attendant, on fait un petit sondage. Regardez où vous en êtes. As-tu fait un autodiag? Petit sondage qui s'est ouvert dans votre chat. Bienvenue tout le monde. Hello Charlie. Hop. Allez, encore 20 secondes sur le sondage. Sur est-ce que vous avez fait un autodiag? Pour l'instant, on est quasiment ex aequo entre je suis en cours de le faire et oui, juste avant un diag médical. Hop. Est-ce que seulement il y a de la vibration dans le son? Ah! Dites-moi, est-ce qu'il y a d'autres gens qui ont un problème de son? C'est le moment de le dire, hein, parce qu'après, une fois que ce sera parti, ce sera plus compliqué à gérer. Lucie dit: «Autre, un diag à la frontière du TSA, de l'autisme». C'est quoi un diag à la frontière de l'autisme? TDAH? Hop, super. Hop, OK. Donc on a, là, si je compte bien, 32 plus 13, faut jamais faire de maths en direct, 45. Il y a 45 des gens qui déclarent, être soit en cours d'autodiag, soit, l'avoir déjà fait. Et du coup, je vous pose une question complémentaire, quand j'aurai retrouvé le bouton, et là, c'est uniquement pour les personnes qui sont dans un autodiag, avancé. C'est est-ce qu'il y a une autre personne autiste qui vous a, dit, qu'elle pensait que vous étiez autiste? Quand vous avez discuté? Claire dit: «1 minute de retard». Oui, oui, le son que le son soit en décalage, c'est normal. Il y a un décalage de 30 secondes à 1 minute entre le moment où vous m'entendez et le moment où je parle, ça c'est normal. Hop, autre petit sondage sur est-ce que d'autres gens vous ont alors quand je dis confirmé, soit dit, «Ça m'étonne pas», soit dit: «Bah oui, moi je le savais», il y a encore 10 secondes. Hop, c'est toi qui es en retard, OK. Ah oui, je veux dire, tu arrivé en retard, mais c'est pas très grave ça. OK. On est sur allez, encore 10 secondes. On a une, 60-40, 60 de oui ou pas exactement dans ces termes et 40 de non et allez, je revois le dernier sondage et après on y va. Sur une échelle de 0 à 10, à quel point tu te dis que tu sais ce qu'est l'autisme? Morgane dit: «J'ai voté non», mais en fait, oui, il va par autiste. Ouais, j'ai hésité à rajouter cette option de oui, parfois, c'est des gens pas autistes, qui te le disent. Moi, c'est une personne pas autiste, qui me l'a dit en premier. Juliette dit: «C'est toi qui m'as confirmé mon autodiag», en tout cas qui t'a reconnu comme étant aussi autiste. Allez, dernier sondage et après on y va. Dernier petit sondage. Quel est votre niveau de connaissance de l'autisme entre 0 et 10? Oh! 25 quand même de 9 à 10. Claire dit: «Grâce à toi, je le sais». Je ne sais pas ce que tu entends par autodiag. J'entends par autodiag une identification autistique sans passer par un médecin ou un psy. C'est-à-dire que tu t'es dit, «OK, je pense que je suis autiste», mais tu n'as pas fait appel à un médecin pour ça. Un ou une médecin.
Et dernier sondage, OK, on est quand même sur, ah ouais, ouais, 94 des gens qui sont au moins, 92 des gens qui sont au moins à 5 de connaissances. Bon, parfait. OK et bah, let's go! C'est une session pour moi avec tous les sondages. Et bah, il est temps d'y aller. Je lance les slides. Évidemment, je perds toujours l'endroit où ils sont. Normalement, c'est ici. J'appuie sur start et hop! Confirmez-moi que vous voyez bien les slides. Normalement, vous devez voir les slides. Dites-moi bien si vous avez dedans. Lauriane dit de force au son. Notamment depuis que je participe à tes lives et je lis tes mails, j'ai vu un psychiatre et demande un bilan neuropsy. Ouais, les psychiatres demandent souvent un bilan neuropsy. Mélanie dit oui, confirmé par l'entourage de notre famille avec a priori stock neurodivergent. OK, let's go. Alors on va parler d'autodiag et de ce qui est selon moi la nécessité politique de l'autodiagnostic et pour arriver à là, on va d'abord commencer par, parler du système diagnostique français et de pourquoi je pense qu'il est, cassé. Le premier point, c'est les condamnations de la France par l'Union européenne. En 2004, le Conseil de l'Europe, pendant son comité des ministres, valide, la condamnation, où elle rappelle que, ça fait déjà plus de 20 ans que le débat il est engagé en 2004. En 2004, ça fait déjà plus de 20 ans que le débat est engagé, qu'il y a pas assez, d'avancées, notamment qu'à l'époque, la plupart des documents, français avaient une définition de l'autisme plus restrictive que la définition mondiale. Ça veut dire que du coup, avec la définition française, il y avait moins de gens qui étaient vus comme autistes qu'avec la définition, mondiale, celle de l'OMS. Et surtout que, on manque de statistiques et que du coup, bah, si tu pas de statistiques, c'est compliqué et de surcroît, pas de structure, pour les adultes. Donc là, on est en 2004. Cette condamnation qui va, entre autres, parce qu'en fait, ça avait déjà commencé avant, mais qui va accélérer la France à déployer les centres ressources autisme, les CRA, les fameux endroits où vous pouvez avoir un diagnostic, gratuit, en tout cas qui est remboursé, par la sécu, si je dis pas de bêtises d'ailleurs. Et ensuite, il y a une condamnation en 2007, donc on est 3 ans après, où, le comité constate que, OK, des progrès ont été réalisés, mais qu'il alerte que, bah, ça fait trop de temps et surtout que ça n'est pas mesurable. Il y a pas assez de stats sur les améliorations. Et ce qui m'a particulièrement marqué, c'est à quel point la France ratifie des normes européennes qu'elle ne respecte pas. Et d'ailleurs, dans une truc qui s'appelle la résolution RESAP, je sais pas comment on dit, il y a, plusieurs points de la charte et dans le point 4, ça dit: «Il convient de mettre en place un système à plusieurs niveaux qui offre un diagnostic fondé sur des critères internationaux reconnus, de telle sorte que la plupart des diagnostics soient formulés au niveau local en temps utile au plus tard dans les 6 mois après». Alors on est très, très, très loin de ça et ça donc c'est un document que la France a signé, c'est un document européen. J'ai trouvé tout ça sur une source qui est pas mal, qui résume bien les condamnations de la France entre 2004 et 2014. Je vous le mettrai. Alors, j'ai oublié de dire au tout début, vous aurez accès au replay, vous aurez accès aux slides. Je vous enverrai par email, les slides. Donc là, évidemment, faut pas cliquer, mais quand je vous enverrai les slides, vous pourrez, copier-coller les liens que je vous mets. Le deuxième problème qu'on a, c'est, qu'en Suisse romande, c'est des nuls. Ah! On me dit, j'ai pas de son, quand j'écris dans le chat, ça me fait pas de son. Non, si tu n'as hop, pas de son, c'est pas normal. Sauf si je parle dans le vide depuis 30 secondes, mais a priori les gens ont, du son. Et désolé, je t'ai répondu dans le chat avec tout le monde alors que je m'as fait un message privé. J'ai pas réussi à cliquer sur privé. Et j'étais sur le manque de mise à jour des connaissances. Il faut que vous ayez en tête à quel point la définition de l'autisme, elle a énormément, énormément changé et que c'est ça qui explique aussi que la prévalence de l'autisme, elle a changé. Ah, les gens disent, il y a une icône à cliquer en bas à gauche pour remettre le son. Merci pour les gens. Heu et du coup, voilà, la définition de l'autisme, elle a beaucoup, beaucoup changé. C'est pas le cas d'autres choses comme par exemple la schizophrénie. La schizophrénie, elle a une prévalence qui est,
assez stable entre 0,3 et 0,7 depuis 50, 60 ans. Là où l'autisme, c'est passé de une personne sur 2000 dans les estimations à une personne sur 25, 22 en Californie aujourd'hui. Donc, multiplication par 100 parce que la définition, elle a évolué. Alors, elle a évolué notamment parce qu'on avait la bonne définition qui avait été créée par une psychiatre, donc une femme soviétique qui s'appelle Soukareva, Rounia Soukareva, qui avait défini assez bien l'autisme en 1925 et qui d'ailleurs avait alerté sur le fait que l'autisme, il y en avait autant chez les femmes que chez les hommes. Travaux qui ont été invisibilisés et du coup, on a connu les travaux de Léo Kanner en 1943 qui, lui, a bâclé le travail et on en est encore à corriger la définition et je lisais encore un article qui montrait à quel point c'est fou comment la définition de Super en 1925, elle ressemble à la définition actuelle de 2016 et 2022, la dernière définition. Donc en fait, on a perdu 100 ans aussi parce que des gens ont fait le travail bâclé et quand on regarde l'évolution, quand on regarde dans le DSM, alors le DSM, c'est le manuel de référence de la psychiatrie. En 80, vous avez le DSM-3 qui sort. Je vous ai mis à chaque fois l'âge d'une personne qui avait 20 ans à l'époque. Pourquoi? Parce que si votre psy, il avait 20 ans à cette époque, votre médecin, il a connu ça à l'école. Après, rien n'empêche de se mettre à jour, malheureusement, peu de gens se mettent à jour. Donc en 1980, on dit que l'autisme, c'est plus une schizophrénie des enfants. Ça devient un truc toujours des enfants, mais c'est l'autisme infantile. Jusqu'à 1980, pour l'instant, on croit que l'autisme, c'est une variation de la schizophrénie. En 1987, donc le DSM-3 révisé, donc une personne à 59 ans aujourd'hui, c'est 20 ans à l'époque, on dit l'autisme n'est plus réservé aux enfants. Ce qui veut dire que si vous voyez un psychiatre, un médecin de plus de 60 ans et que cette personne ne s'est pas mise à jour, elle aura tendance à croire que l'autisme c'est pour les enfants. Et malheureusement, j'ai des gens autour de moi qui me disent j'ai vu mon psychiatre et il me dit bah non, je suis pas un enfant, ça sert à rien de savoir, etc., etc. 1994, l'autisme est sous-divisé en syndrome d'Asperger, autisme Kanner, etc. C'est les fameux troubles envahissants du développement. Et c'est là que c'est pour ça que vous avez beaucoup de gens qui s'identifient au syndrome d'Asperger encore aujourd'hui, surtout dans ma génération, parce que ça correspond à leur époque. Là où, en 2013, donc le DSM-5 arrive en disant ouais, en fait, syndrome d'Asperger, c'est n'importe quoi, ça ne marche pas. Alors, on découvre qu'Asperger avait été un nazi, mais j'allais dire c'est un détail. Non, c'est pas un détail, mais c'est pas pour ça qu'on enlève le syndrome d'Asperger, parce qu'en 2013, on ne sait pas encore vraiment avec certitude qu'il a collaboré avec les nazis. On va savoir 5 ans plus tard, en 2018. Donc en 2013, on enlève parce qu'on se rend compte que juste les praticiens et les praticiennes ne sont pas capables de différencier les deux, que quand on regarde la génétique, il y a une hérédité qui est pareille entre l'autisme Kanner et Asperger, donc on voit que le truc ne marche pas. Donc on abolit toutes les sous-catégories, on les fusionne en une seule. C'est pour ça qu'on a appelé ça le spectre, parce qu'en psychiatrie, le trouble du spectre, ça veut dire le trouble unifié. D'ailleurs, la schizophrénie aussi s'appelle dans le DSM le trouble du spectre de la schizophrénie. Et donc, on fusionne tout ça en une seule et on introduit la notion de sensorialité dans le DSM. Ça fait des années que les autistes disent qu'ils ont des hyper-sensorialités, des hyperactivités, hyperactivités sensorielles, mais c'est pas dans le DSM. En 2013, ça arrive dans le DSM. On lève aussi l'interdiction de diagnostiquer autisme et TDAH en même temps. On se rend compte qu'en fait, c'est l'inverse, qu'il y a plus de chances d'être autiste quand tu es TDAH, et il y a plus de chances d'être TDAH quand tu es autiste. Sauf que jusqu'en 2013, dans le DSM, il y avait l'interdiction, le fort des conseils de diagnostiquer les deux à la fois. Et surtout, l'autisme est enfin décrit comme héréditaire. Donc, vous voyez tous ces changements qui arrivent en 2013, ça veut dire qu'une personne qui avait 20 ans en 2013, elle n'a que 33 ans aujourd'hui. Donc, si vous voyez un psy, un médecin qui a plus de 33 ans, il y a des grandes chances que ce qu'il ou elle a appris à l'école, c'est pas ça. Quelqu'un dit les docs sont censés se tenir à jour dans la pratique, c'est minable. Il faut un peu d'indulgence aussi, parce que déjà, les médecins sont des humains comme les autres, donc immergés dans les mêmes clichés que nous, voient les mêmes films que nous, et ils peuvent pas se mettre à jour sur tous les trucs à la fois. Mais je te confirme, effectivement, c'est dommage qu'il y ait ce truc de refus de se mettre à jour. Et 2022, Julie dit israéliste, il semble mystique. 2022, donc, il y a pas longtemps, hein, il y a 4 ans, la notion de masking est suggérée et on précise que les signes
peut avoir été raté à l'enfance. Et c'est fondamental parce que là encore, j'ai reçu un message de quelqu'un qui me dit: «Ah, mon psy a pas voulu me diagnostiquer autisme parce que, il voit que les signes n'étaient pas à l'enfance et que c'est maintenant que ça s'aggrave, c'est pas logique par rapport à l'autisme». Mais en fait, surtout chez les autistes femmes, on l'a déjà dit dans une conférence, ça arrive très souvent qu'en fait, les signes les traits autistiques ne se voient pas jusqu'à l'adolescence et ils explosent à l'adolescence quand la capacité de masquer, est dépassée. Et ça fait que, comme on n'est pas à jour, en Californie, on diagnostique autiste un enfant sur 22 et en France, c'est un enfant sur 100. Alors c'est pas parce que, contrairement à ce que j'ai vu malheureusement dans des commentaires Facebook de mes posts, c'est pas parce qu'il y aura un truc bizarre aux États-Unis, des vaccins ou je sais pas quoi, un truc génétique ou alors des autistes qui ont émigré au XVIIIe siècle en Californie. Non, c'est parce que la Californie est plus avancée, dans ses connaissances, heu, par rapport à la France. Alors Mélanie dit: «Est-ce que l'autisme est strictement héréditaire?» Le docteur que j'ai rencontré m'a dit qu'il pouvait être héréditaire, mais aussi provoqué par un choc pendant la grossesse, puisqu'il reconnaissait qu'on est avec. De mémoire, j'arrive pas à le dire. Le côté héréditaire de l'autisme, c'est entre 50 et 90 sur l'étude. Les gens sont pas entièrement d'accord. Heu, mais en tout cas, oui, ce qu'on est sûr, c'est qu'il y a une partie héréditaire. Il y a des débats sur la pourcentage, mais il y a pas de débat sur est-ce que c'est héréditaire ou pas. Étape 3, chapitre 3, enfin partie 3, il faudrait 300 ans pour diagnostiquer tous les autistes et encore, c'est avec, c'est as pardon, je rigole, j'ai une blague dans le chat sur la science infuse. Et encore, c'est en supposant qu'on arrête de diagnostiquer les personnes nées après aujourd'hui. J'ai fait le calcul en prenant le nombre de diagnostics aujourd'hui, dans les CRA. Alors les CRA, il y a pas que les CRA qui diagnostiquent, hein. C'est juste pour voir les capacités de diagnostic des CRA. Si on passait que par les CRA, il faudra entre 100 et 350 ans pour qu'ils arrivent à diagnostiquer tous les autistes non diagnostiqués aujourd'hui. Et aujourd'hui, le temps moyen d'attente de bilan en CRA, il est déjà compris entre 1 et 2 ans, mais c'est uniquement parce qu'il y a quasiment aucune personne autiste qui demande le diagnostic. Je trouve que c'est hyper important de l'avoir en tête parce que souvent on me dit oui, les CRA sont débordés, blabla, etc. On a l'impression qu'il y aurait une explosion de demandes. En fait, non, il n'y a pas une explosion de demandes. C'est que on a mis des moyens qui sont une cuillère pour vider une piscine. C'est d'ailleurs pour ça que l'Union européenne nous a condamnés, pour justement ce manque de moyens. Donc il n'y a pas du tout les bons moyens qui sont mis en œuvre. Et encore, comme je disais, c'est si jamais on arrête de diagnostiquer les enfants. Parce que sachant que les CRA diagnostiquent 6 000 autistes par an et qu'il y a entre 7 000 et 28 000 autistes qui naissent chaque année. Ça dépend de ce que vous croyez. Il y a des gens qui pensent que l'autisme, c'est une prévalence de 1%, donc ça fait 7 000 par an. Il y a des gens comme moi qui pensent que la prévalence est plus proche de 4%, donc ça fait 28 000. Mais dans les deux cas, ça veut dire qu'il y a plus d'enfants qui naissent que les capacités du CRA à diagnostiquer. Donc on a un problème. C'est-à-dire qu'il faudra un temps infini pour diagnostiquer les gens. Et là, vous comprenez pourquoi il y a ces énormes files d'attente dans les CRA. Donc le système, il est structurellement défaillant. Et c'est hyper important parce que parfois les gens vous disent ouais, les gens sont tout diagnostiques, ils devraient passer par le système. Oui, mais le système, il est défaillant. Donc c'est pas parce que il y aurait une mode de l'autisme qui fait que le système il est submergé. C'est parce que le système ne propose pas assez de capacités que les gens se tournent vers le diagnostic. Mais au fait, c'est quoi un diag? Je parle de diag depuis tout à l'heure, un diagnostic. C'est quoi un diagnostic? Je vous laisse quelques secondes pour dire dans le chat, c'est quoi un diagnostic? Et vous expliquer de manière courte. Linda disait, soit ils sont overbookés, soit c'est pas possible, soit c'est possible, ça vaut plusieurs milliers de francs. Oui, là, quand je parlais de CRH, je parlais du système public, du coup. Mais dans le privé, tu peux payer cher et avoir un tag. Mélanie dit, poser un mot sur un comportement qui semble hors norme. C'est un médecin qui identifie un trouble reconnu par la médecine, des preuves factuelles de notre fonctionnement. D'autres, diag égale étude approfondie systémique, une espèce d'étiquette pour ne pas recevoir 1000 étiquettes, répondre à un ensemble de critères, OK. Pour moi, un diag, c'est une reconnaissance officielle de la part d'un médecin. Bon, la réponse d'Émilie est la plus proche de la réponse. Un diagnostic, c'est juste l'avis d'un médecin. Un médecin pense que tu es autiste, tu as un diagnostic d'autisme. C'est important d'avoir en tête parce qu'en fait, on confond diagnostic, bilan, examen.
effectivement, tu peux avoir un diagnostic avec un bilan, avec des examens, mais tu peux avoir un diagnostic sans ça. Tu peux avoir juste un médecin qui dit, «Bah non, je pense pas que tu es autiste» ou qui dit: «Oui, je pense que tu es autiste». D'ailleurs, l'obsession du diag dans l'autisme, c'est un signe des lacunes du système, puisque vous remarquez que dans les autres trucs, on n'est pas obsédé à ce point par le diagnostic. Quand j'ai eu la grippe, les médecins n'étaient pas obsédés. D'ailleurs, j'ai fait un bilan, complémentaire, ouais, pardon pour les bruits de thé, je devais le boire avant, j'ai oublié. Le Quand j'ai eu la grippe, personne n'était obsédé par un diagnostic. J'ai vu des médecins qui m'ont dit, «Je pense que vous avez la grippe vu les symptômes». J'ai fait quand même un test. Le test était négatif en pharmacie. J'ai vu une deuxième médecin qui m'a dit: «En vrai, le test, il rate certains cas de grippe pour telle raison. Vu ce que vous me racontez, je pense que vous avez la grippe». Et en fait, ce qui a compté pour aller à la pharmacie et prendre des médicaments, c'est bien ce diagnostic, cet avis éclairé, ou pas, du médecin. Ah désolé pour les bruits de cœur. En plus, j'y ai pensé, hein. En plus, moi-même, je déteste les bruits de déglutition. Heu, Désolé pour ça. Le Comme on faisait des diagnostiquer après notre fille, le médecin devant mon regard: «Les chats, c'est pas des chiens», ce qui revient à un diagnostic poétique, ouais. Donc faut bien vous avoir en tête que, le diag, c'est l'avis d'un médecin. Que cet avis soit fondé sur des examens et sur des trucs complémentaires ou pas, le diagnostic, c'est juste l'avis d'un médecin. Et surtout, c'est le truc le plus important à comprendre, c'est que ce que vous appelez le diagnostic, officiel n'existe pas. Je suis vraiment désolé pour embêter les gens, je sais qu'en plus, quand tu es autiste, tu as beaucoup de problèmes des bruits de déglutition. On me demande la ref du micro parce que du coup, il enregistre bien le son, c'est un micro très commun, hein, c'est le Blue Yeti micro, et c'est pas un placement de produit. Je ne suis pas payé par, Blue Yeti pour vous, dire que c'est le micro que j'utilise. Et donc, il y a une vidéo qui m'a vraiment, éclairé, qui est une vidéo sur une chaîne YouTube qui s'appelle la chaîne de Za, que je vous invite à consulter, qui est une chaîne incroyable, et qui, dit: «Le diagnostic officiel n'existe pas». Et en fait, quand je l'ai vu, ça apparaît tellement évident et je me suis demandé: «Mais comment j'ai pu me faire à ce point gaslight par le système?» Et il montre à quel point ce que tu appelles diagnostic officiel, tu ne l'appelles ainsi que parce que c'est cher ou long. Comme on te dit: «Voilà, il faut beaucoup de temps» ou «C'est cher», je te dis: «Bah, si c'est cher et que c'est long, c'est que c'est important». Alors qu'en vrai, il y a plein de trucs que tu peux faire sans diagnostic officiel. Tu peux faire un dossier LDPH. Alors important. Les gens, quand ils disent diagnostic officiel, ce qu'ils veulent dire, c'est pas l'avis d'un médecin. Ce qu'ils veulent dire souvent, c'est un bilan complet, par un neuropsy ou par un CRA, et cetera. Donc les gens, quand ils disent diagnostic officiel, en vrai, ils veulent dire le process de bilan avec un psychiatre qui t'envoie vers un neuropsy qui fait un bilan, qui renvoie au psychiatre, enfin ensuite le psychiatre dit OK, ou avec le CRA avec des trucs, des plusieurs gens, enfin une équipe pluridisciplinaire qui vient. Heu mais en vrai, si vous voulez un dossier MDPH, si un médecin dans votre dossier dit: «Je pense que la personne est autiste», c'est fini, sans qu'elle ait besoin de faire de tests complémentaires. D'ailleurs, vous remarquez dans la plupart des autres trucs, si jamais, moi quand je disais que j'avais une, dépression, je voyais un médecin, elle me disait: «OK, vous avez une dépression, bah, je pense qu'il faut voir un psychiatre, je vous prescris des antidépresseurs». On m'a pas dit: «Faut faire un bilan complet de la dépression, bla 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 bla». Il y a le diagnostic qui était posé assez rapidement. Et donc, il y a cette obsession du diagnostic aussi parce que le diagnostic est vu comme étant la fin du parcours au lieu d'être le début. Et comme c'est la fin, bah, toutes les ressources sont orientées vers ça, comme si c'était le Graal et qu'en fait, ça s'arrêtait là. Alors que normalement, quand tu vois un médecin, le diagnostic, c'est le début. Il te dit: «Voilà, je pense que vous avez une grippe, bah, vous allez faire ça, 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 ça. Je pense que vous avez le covid, on fait ça, 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 ça». On te met pas avec un diag et tu rentres chez toi et basta. Heu je le dis parce que j'ai fait un sondage là dans ma communauté, c'est une communauté, Skool gratuite, où, j'ai demandé aux gens, qu'est-ce qu'ils voudraient obtenir d'un diagnostic médical, pour les gens qui veulent en obtenir un. Et la réponse majoritaire, ça a été: «Être cru par mes proches». Mais les amis, pour être cru par vos proches, c'est pas un diagnostic enfin, ça peut le faire avec un diagnostic médical, hein, mais moi je connais des gens qui ont un diagnostic médical et leurs proches les croient pas. Donc, faut pas confondre les problèmes. Donc effectivement, j'ai été étonné par à quel point des gens ont répondu, «Je veux un diagnostic pour accéder à des thérapies spécialisées remboursées uniquement avec un diagnostic». Il y a vraiment cette idée que le diagnostic, c'est la fin du parcours médical, ce qui est étonnant par rapport, aux autres choses du système. Enfin, aux autres troubles, même si dans la chapitre 2, je vais vous montrer que je pense que c'est pas un trouble.
OK, on passe à la partie, d'après, sauf s'il y a des, questions ou réactions sur cette partie. Chapitre 2, je vais vous raconter pourquoi je pense que l'autisme, c'est pas une maladie, mais bien une position sociale. Lauriane demande: «Que réponds-tu aux personnes qui contestent l'autodiag pour son manque d'objectivité, en reprenant le biais de confirmation ou à l'effet, Forer, à l'effet Barnum?» On en reparlera, mais je trouve que c'est un argument de très mauvaise foi, l'effet Barnum. Parce que l'effet Barnum, il y a des conditions. Une des conditions de l'effet Barnum, c'est qu'il faut que la description, elle soit contradictoire. C'est pour ça que c'est des thèses de l'astrologie. Or, la description de l'autisme, elle n'est pas contradictoire. Et deuxièmement, dans l'effet Barnum, pour qu'il s'applique, il faut que la description soit valorisante. Or, la description de l'autisme, elle n'est pas valorisante. Donc, en vrai, c'est déjà très bizarre ce truc de nous parler d'effet Barnum dès qu'on parle d'autisme. Et pour le moment d'objectivité, on en parle un peu plus tard. Mathilde dit: «On peut dire qu'on est diag officiellement pour avoir la paix, qui ira demander un papier officiel pour vérifier». Bah oui, en fait, la plupart des gens, tu sais, j'en parlais avec mon médecin généraliste, elle me disait: «Ah, j'ai des patients autistes et cetera», et je dis: «Beh, ça», elle me disait: «Il faut que vous ayez faire faut», elle était très bienveillante, elle me disait: «Ah, vous voulez pas faire un diag?» Je dis: «Bah, un diag, faut lui dire un bilan, parce qu'un diag, vous avez qu'à dire vous que je suis autiste et je suis autiste». Elle dit: «Oui, c'est vrai, je veux lui dire un bilan», et je lui dis: «Mais vos patients, vous me dites qu'ils sont autistes, vous avez regardé, vous avez un papier?» Elle me dit: «Ah non, j'avoue pour certains, je l'ai pas». Bah oui, parce qu'en fait, c'est pas la question. L'effet Barnum avec un U, c'est, une expérience où on a montré à des élèves des descriptions vagues, type, vous êtes extraverti et parfois vous avez besoin de temps pour vous, vous êtes, voilà, truc très contradictoire comme dans l'horoscope, et la plupart des gens sont reconnus comme étant une description fiable de la personnalité, et ils savaient pas qu'ils avaient le même texte, qui avait été distribué, et ça montre comment l'astrologie fonctionne. J'en arrive à mon idée que, c'est pas une maladie, et on va voir un truc qui s'appelle le paradigme de la pathologie. À partir de maintenant, là, les citations qui vont suivre, heu, c'est Nicolas Le Diag en tant qu'auteur formateur, c'est un diag officiel. Non, 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 un diag officiel, c'est justement officiel. Donc l'officiel, c'est un médecin. Faut pas confondre un diag professionnel, un diag éclairé et un diag officiel. Un diag officiel peut être fait à la va-vite, hein. J'ai eu des clients, enfin des gens de mon audience qui me disent: «J'ai vu un médecin, il m'a dit: "Vous regardez dans les yeux, vous êtes pas autiste"». Non, ça c'est un diag officiel, mais c'est un diag officiel très mal fait. Heu, les citations qui suivent vont être toutes issues du livre de Nick Walker, qui s'appelle Neuroqueer Heresies, et ce qu'il dit: «Au début des années 90, un nombre croissant de personnes autistes ont commencé à entrer en contact les unes avec les autres via internet». Et ils vont pas minimiser à quel point internet a été un truc fondateur dans le mouvement autistique. Donc en contact avec internet, et a co-créé une communauté autiste, une culture autiste et un mouvement pour le droit des autistes. Ce mouvement a émergé en réponse au fait que le discours et la pratique liés à l'autisme sont dominés par ce que j'ai nommé le paradigme de la pathologie. Dans ce paradigme, l'autisme est présenté comme une forme de pathologie médicale, un trouble ou une affection. Et ce modèle entraîne systématiquement la stigmatisation, la déshumanisation, la maltraitance et la traumatisation des personnes autistes par des professionnels et souvent par leur propre famille. Et il va décrire le paradigme de la pathologie. Alors un paradigme, j'ai oublié de le dire, hein, mais un paradigme, c'est un cadre interprétatif du monde. C'est la lunette avec lequel vous regardez le monde. Par exemple, il y a le paradigme de l'héliocentrisme et le paradigme du géocentrisme, je sais plus c'est quoi l'inverse, mais en gros, c'est la Terre tourne autour du Soleil ou le Soleil tourne autour de la Terre. Hem, le paradigme de la pathologie se résume finalement à 2 postulats fondamentaux. Le premier, c'est que il existe une bonne façon normale ou saine pour les cerveaux et les esprits humains d'être configurés et de fonctionner, ou une plage normale relativement étroite dans laquelle la configuration et le cerveau des et le fonc la configuration et le fonctionnement des cerveaux et des esprits humains devraient s'inscrire. En gros, il y a une normalité. On avait vu dans la conférence précédente sur, grâce, au livre de Robert Chapman, The Empire of Normality, à quel point la normalité, c'est un concept qui nous paraît normal aujourd'hui, mais qui est assez récent dans l'histoire de l'humanité. On n'a pas toujours considéré qu'il y avait une normalité. Deux, si votre configuration et votre fonctionnement neurologique et par conséquent vos façons de penser et de vous comporter divergent de manière substantielle de la norme dominante, alors c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez vous. Ça, c'est le paradigme de la pathologie. Et il s'oppose frontalement au paradigme de la neurodiversité. Et là, je cite toujours le livre. Le paradigme de la neurodiversité repose quant à lui sur trois piliers fondamentaux.
Le premier, c'est que la neurodiversité, la diversité des esprits, est une forme de diversité humaine, naturelle, saine et précieuse. Le deuxième, c'est qu'il y a pas de style d'esprit d'humain normal ou correct, pas plus qu'il n'existe une ethnie, un genre ou une culture normale ou correcte. Et le troisième point, qui est probablement le point le plus important et qui est le point le plus oublié, c'est les dynamiques sociales qui se manifestent au regard de la neurodiversité sont similaires à celles qui se manifestent pour les autres formes de la diversité humaine, par exemple la diversité de race sociale, de culture, de genre ou d'orientation sexuelle. Ces dynamiques incluent les rapports de pouvoir sociaux, les dynamiques d'inégalité sociale, de privilèges et d'oppression. Elle me dit c'est quoi la conférence d'avant? Tu parles, on peut la voir. Oui, c'est une conférence où je parlais du HPI, de l'escroquerie de ce concept selon moi et de pourquoi autant d'autistes s'y reconnaissent. Et oui, tu pourras la retrouver sur mon, si tu vas sur mon compte Instagram, tu pourras retrouver de quoi la retrouver. Mais de toute façon, je t'en enverrai pas mal tout ça. Et c'est hyper important ce truc d'opposer parce qu'il y a plein de gens qui utilisent le mot neurodiversité sans comprendre qu'à la base, ce paradigme est un paradigme militant et un paradigme qui dit qu'en fait, l'autisme est une catégorie comme la race sociale, comme le genre, et donc une construction sociale. Et que comme c'est une construction sociale, elle subit des oppressions et qu'il faut s'organiser pour lutter contre ces oppressions. Malheureusement, je trouve que le mot neurodiversité, c'est dommage d'avoir pris ce mot parce que dans neurodiversité, il y a vraiment ce truc de différence et du coup, les gens, ils bug, ils disent: «Non, c'est un cerveau différent». On l'a vu sur le HPI, ils disaient: «Voilà, j'ai HPI, je suis différent». Mais non, parce que quand tu es HPI, tu n'es pas dans la neurodiversité parce que tu n'es pas opprimé par le système. Et le point important, c'est que, on ne conteste pas que le paradigme de la pathologie, il va s'appliquer sur des choses. Ce qu'on conteste, c'est le fait que le paradigme de la pathologie s'appliquerait sur l'autisme. Et ce qu'on dit, c'est que c'est aux personnes concernées de dire ce qu'est une maladie. On ne dit pas qu'il n'existe pas de choses qui sont des maladies ou des troubles. C'est juste que c'est aux personnes concernées de le dire. Et un exemple très clair, qui est chez moi, je différencie très clairement la dépression et l'autisme. J'ai vécu des dépressions et je suis autiste. Les dépressions, effectivement, je les vis vraiment comme des Covid de mon cerveau, comme des rhumes de mon cerveau, enfin de mon système nerveux. Et là où l'autisme, tu me donnes une pilule pour arrêter d'être autiste, je la prendrai jamais. Si tu me donnes une pilule pour arrêter d'avoir des dépressions, je la prends tous les jours. Et donc c'est là qu'on voit la différence. Quand je suis en dépression, effectivement, j'ai l'impression d'avoir un trouble, j'ai l'impression de diverger de mon état normal, j'ai l'impression qu'il me manque quelque chose, je ne me reconnais pas moi-même. Là où quand je suis autiste, c'est ma définition, c'est mon identité. Et donc, c'est aux gens concernés de dire si un truc est un trouble ou pas. Il y a un Robert Chapman qui propose d'ailleurs le modèle démocratique qui est, en fait, les personnes concernées devraient être incluses dans la création de savoir de leurs conditions. Parce qu'actuellement, ne croyez pas que le DSM, il est construit en mode, voilà, la science dit que le DSM, c'est créé par une association américaine, l'APA, qui va définir ce que sont les trucs qui sont à l'intérieur. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est parfois contesté en France, parce que c'est un truc américain. Contrairement à la CIM, qui est un truc de l'OMS qui est mondial, le DSM, c'est américain. Et le DSM, plein de gens ont témoigné d'à quel point la rédaction, elle se fait aussi comme vous l'imaginez, avec des rapports de pouvoir, des gens qui fuient plus fort que les autres, des débats, etc. Et donc, c'est une création humaine. Et ce qu'on dit, c'est que cette création humaine, elle devrait inclure les personnes concernées. On ne dit pas que les personnes concernées devraient décider de tout, mais qu'elles devraient être incluses. Et le parallèle que Nick Walker fait dans son livre, c'est à quel point l'homosexualité a été pathologisée. En 73, l'homosexualité sort du DSM. C'était il n'y a pas si longtemps que ça. Mes parents étaient nés. Laurent Ruquier était né. Jennifer Aniston était née. Alors, j'ai pris ces gens parce que c'est des gens qu'on voit parfois à la télé. Tous les gens de Friends, ils étaient nés. Quand ils sont nés, l'homosexualité, c'était un trouble psychique dans le DSM. Et pour dépathologiser l'homosexualité, parce que les gens disaient non, on n'est pas malade, nous ne vivons pas notre condition comme une maladie. Il a fallu des militants et des militantes. C'est pas l'action spontanée de la psychiatrie. Et d'ailleurs, il y a la même chose qui se passe actuellement sur la transidentité, puisqu'il y a pas très longtemps que le DSM a plus ou moins dépathologisé le fait d'être transgenre. C'est pas encore entièrement dépathologisé, parce qu'il y a encore ce truc de la dysphorie de genre dedans, mais le combat avance, et même si aujourd'hui, il faut encore l'avis d'un médecin pour avoir le droit de faire une opération de transition. Et donc tout ça, c'est pas neutre, c'est pas un truc qui tombe du ciel. La psychiatrie, c'est pas un truc divin qui nous est légué et qui est absolu. Et même la condition féminine a été pathologisée. L'hystérie, elle figurait dans le DSM-2, elle a été abolie en 80. J'étais choqué en préparant la conférence de voir à quel point c'est récent. C'est 1980. Encore une fois, Laurent Ruquier, Jennifer Aniston, il était déjà né. Il y avait le diagnostic officiel de l'hystérie.
Dans le DSM-73 pour l'homosexualité, ouais, c'est ce que j'ai dit, je crois. Et la CIF 2020, je crois que c'est un peu avant. Je crois que c'est la CN de 90 qui a enlevé la pathologisation de l'homosexualité, mais à vérifier. N'hésitez pas à checker. Et je fais beaucoup de parallèles, moi, avec le fait d'être noir et le fait d'être autiste, parce que c'est ce qui me concerne. Et effectivement, je peux dire qu'être noir en France, c'est un handicap. Évidemment, c'est pas une maladie. J'imagine que vous serez choqué, que ça vous choquerait si on disait que être noir est une maladie. Ah, on a perdu la slide précédente. Donc je disais, ouais. Ah oui, je disais que être noir, ouais, c'est pas une maladie, ça vous choquerait si je vous dis que c'est une maladie. Si je vous disais qu'être homosexuel, c'est un trouble psychique, ça vous choquerait, alors que ça fait pas si longtemps que ça a changé. Et ils disaient qu'en anglais, c'est intéressant, c'est qu'ils avaient la différence entre impairment et disability. Impairment comme lacune interne, et disability, bah, tu as été disabled, quelque chose de handicap. Il y a vraiment ce truc de se rappeler que le modèle social du handicap postule qu'on est handicapé, que c'est une action. La société nous handicape parce qu'elle ne s'adapte pas à notre besoin. C'est pas un truc qui est juste en toi. Et j'étais du coup sur la slide d'après qui refusait la pathologisation, ça n'a pas de lien avec refuser le fait qu'un truc soit négatif. Je vois passer ce truc et j'avoue que je ne comprends pas. Ça me dépasse. À chaque fois que je dis à quelqu'un que l'autisme n'est pas une maladie, il dit ah ben, attends, mais ça a fait trop de négatif dans la vie, c'est handicapant. Oui, bah oui, je dis pas l'inverse, mais je dis juste que c'est pas une maladie. La différence entre dire qu'un truc peut être inconvenant et c'est une maladie. Si quelqu'un vous dit avoir ses règles n'est pas une maladie, je pense que tout le monde sera d'accord aujourd'hui pour dire qu'avoir ses règles n'est pas une maladie, vous comprenez bien qu'on ne dit pas que les règles peuvent pas être inconvenantes. J'ai des amis qui ont des règles qui sont extrêmement inconvenantes, mais c'est pas aucun médecin dirait que c'est une maladie, c'est le fonctionnement normal de leur corps. De la même manière que si je vous dis qu'être gaucher peut être handicapant, c'est quoi l'imprécision dans la phrase? Il manque un petit truc pour que cette phrase elle soit vraiment juste. Charline, très bel exemple des règles. Et donc oui, j'insiste, hein, refuser la pathologisation, c'est pas refuser qu'un truc est négatif, c'est dire mais non, c'est pas une maladie, c'est autre chose. Et autre chose, ça veut pas dire que c'est un truc qui est mieux. J'ai lu un texte vraiment absurde où il disait, voilà, les gens ils refusent que l'autisme c'est un trouble, ils disent c'est un handicap parce que le mot handicap il est plus sexy que le mot maladie. Alors je sais pas dans quel monde ces gens vivent, parce que moi, à aucun moment le mot handicap il est plus facile à porter que le mot maladie. C'est beaucoup de sens de dire que j'ai un trouble psychique et la dépression que de dire que j'ai un handicap. Mais ouais, ce truc il m'étonne à chaque fois. Voilà, Emma dit il manque la notion de situation. Ah, on m'entend de loin? Attendez, en fait, je comprends pas. Je comprends pas sur quel micro. Je pense que le micro a sauté. Ah, le micro a sauté. Donc je disais être gaucher et handicapant, et quelqu'un l'a dit, il manque la notion de situation qui est être gaucher dans une société de droitier peut être handicapant. Et c'est hyper important. Parce qu'en fait, c'est parce que tu as des gens qui s'adaptent pas à tes besoins que tu vas être handicapé. Lou dit on confond majorité égale norme, égale normalité, égale juste, correct, meilleur. Et j'irais même plus que au-delà de majorité, c'est juste, on oublie qu'il y a des dynamiques de pouvoir. Les hommes ne sont pas en majorité. Les femmes, c'est pas une minorité. Et pourtant, le patriarcat existe et le monde, il est adapté aux hommes, sans être une majorité, parce que c'est une partie de la population qui a le pouvoir. La bourgeoisie n'est pas une majorité, et pourtant le monde, il est adapté à la bourgeoisie, parce qu'il tient le pouvoir. Vous voyez, il n'y a pas que le fait d'être en majorité qui fait qu'on a le pouvoir. Mais effectivement, ça joue. Et donc, d'être gaucher dans une société de droitier, ça peut être handicapant. Et d'ailleurs, ça a été très stigmatisé. Et là encore, si je vous dis que c'est une maladie, vous me regarderiez bizarrement. Tout le monde là? Et un des points fondamentaux pour montrer que l'autisme n'est pas une maladie, c'est qu'il existe un bonheur autistique. Il y a des gens qui se réunissent en communauté, qui ont une fierté d'être autiste. Il n'y a pas de gens qui ont de fierté d'avoir la gastro. Ça n'existe pas. Parce que les gens qui ont la gastro, ils reconnaissent tous et toutes que c'est une maladie. Quelqu'un dit les blancs non plus ne sont pas en majorité. Bah oui, les blancs non plus ne sont pas en majorité dans le monde, et pourtant le monde est créé pour eux et pour elles. Est-ce que la pathologisation de l'autisme est ce qui permet d'avoir des aménagements? Non, parce que l'aménagement, il vient du handicap. La MDPH, il n'y a aucun mot de MDPH
qui est pour maladie. Le H, il est pour handicap. Si tu vas, et là, je prends un exemple de la vidéo dont je vous parlais de ZA, le diagnostic officiel n'existe pas. Si tu vas à la MDPH et que tu as perdu et que tu as un bras en moins de manière visible, peu importe pourquoi ton bras est perdu, que tu l'aies perdu d'un accident, que ce soit une maladie, on mettra dans le dossier, tu es handicapé parce qu'il te manque un bras. Donc les aménagements, ils viennent pas de voir l'autisme comme une maladie, ils viennent de voir l'autisme comme un handicap. Et évidemment, je ne rejette pas que l'autisme est un handicap dans cette société. C'est absolument pas ce que je dis. Et donc voilà, je disais, il y a personne qui fait des communautés de gens qui ont la gastro, qui s'organisent, qui disent mais la gastro c'est pas une maladie, on est fier d'avoir la gastro. Enfin, ça n'existe pas pour une raison simple, c'est que c'est vraiment une maladie. C'est vraiment vécu comme étant une pathologie. C'est vraiment vécu comme une lacune. C'est vraiment vécu par les personnes qui la vivent comme un déficit. Or, il y a plein d'autistes qui ne vivent pas l'autisme comme un déficit. Et il s'agirait de les entendre. Point hyper important, mais je pense que vous avez compris, j'ai déjà assez martelé, la catégorie autiste, c'est une construction sociale. De la même manière que le genre est une construction sociale. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de base biologique. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un rapport entre son système nerveux et non pas cerveau. Souvent, on dit cerveau parce qu'on croit que neuro veut dire cerveau. Neuro ne veut pas dire cerveau. Hein. Quand on dit neuroatypique, neurodivergente ou neurologie, neuro veut dire système nerveux. Le système nerveux, c'est pas que le cerveau. Il y a aussi l'intestin. Parce que quand tu crois que c'est que le cerveau, tu te dis, mais comment c'est possible que quand je suis autiste, ça augmente mes chances d'avoir des troubles intestinaux. Parce qu'en fait, autiste, c'est pas un cerveau différent. C'est une neurologie différente, donc un système nerveux. Et il y a un système nerveux qui passe par l'intestin. Et je disais, enfin, le système nerveux passe par l'intestin. Et je disais, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de base biologique. De la manière qu'être noir, il y a une base biologique. Mais c'est pas que la biologie qui fait qu'on est noir. D'ailleurs, vous prenez un albinos, sa couleur de peau elle est blanche, tout le monde comprend qu'il est quand même noir. Il y a des personnes qui ont la peau très noire, qui vont être des Indiens, Indiennes, qui vont pas forcément se reconnaître comme noir. Alors d'autres vont le reconnaître comme noir, mais d'autres vont pas se reconnaître comme noir. C'est pas une histoire de couleur de peau. C'est en fait le racisme qui nous unit. Et donc ma définition, c'est les autistes sont les personnes qui vivent l'autistophobie. Et attention, quand je dis autistophobie, je ne parle pas de relations interpersonnelles. Malheureusement, le mot autistophobie, je trouve que c'est comme islamophobie, à cause du phobie ou pareil homophobie, on croit que c'est un truc entre individus. Mais c'est pas que ça, c'est un système. C'est pour ça qu'on dit racisme, sexisme, qu'on met un isme, validisme, parce qu'en fait, c'est un système. Tu peux vivre de l'autistophobie sans que personne n'ait rien fait contre toi. Exemple très simple, tu es au RSA parce que tu n'arrives pas à aller dans un job ou faire du small talk à la machine à café, tu n'arrives pas à te lever le matin parce que comme plein d'autistes, tu as un problème de cortisol qui n'est pas réglé comme les autres personnes. Du coup, ça fait que tu as beaucoup de mal à te lever le matin, beaucoup de mal à te coucher le soir. Du coup, tu es au RSA, tu as subi de l'autistophobie, du validisme, sans qu'il y ait une personne qui t'ait infligé, qui t'ait fait une insulte ou quoi. Autre point hyper important, c'est que, évidemment, il y a toujours eu des gens avec cette constellation neurologique. Mais si on a eu besoin d'un mot, c'est pour délimiter et définir des vécus communs. Vous remarquez qu'il n'y a pas de mots pour décrire les personnes, en tout cas à ma connaissance, il n'y a pas de mots pour décrire les personnes de plus de 1m70. Laurent dit qu'il faudrait remplacer autistophobie par autistisme. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Après, il y a déjà le mot validisme qui englobe tout ça. C'est pour ça que généralement, les gens vont plutôt dire validisme, le mot général, plutôt que de préciser la manière qu'on dit plus racisme qu'on va dire négrophobie. Parce que racisme, ça englobe tout le monde. Pareil, le validisme va englober tout le monde. Toutes les personnes handicapées. Il n'y a pas de mot pour décrire, à ma connaissance, les personnes. Ça se trouve, il y a un mot. Hein. En tout cas, c'est un mot qui n'est pas connu. Pour décrire les personnes de plus de 1m70, parce que ce n'est pas une réalité qui fait vivre quelque chose de particulier. Alors que pourtant, les gens de plus de 1m70, ils ont des points communs entre eux, des choses qu'ils peuvent faire, etc. Il n'y a pas de mots parce qu'on n'a pas eu besoin. Donc, il faut se rappeler que les mots, ils sont là parce qu'on en a besoin, que c'est des constructions sociales. La binarité de genre, c'est pareil. Il y a une base biologique. Et effectivement, qu'il y a des organes génitaux mâles et femelles, entre grosses guillemets, sur ces mots. Pour autant, en fait, c'est une construction sociale. Il y a des sociétés où il n'y a pas des genres aussi marqués homme-femme. On a un truc plus fluide. Rejeter le fait que c'est insister sur le fait que c'est pas biologique et que c'est social ne veut pas dire que ça n'existe pas. Quelqu'un dit que tu peux réexpliquer ce que veut dire validisme. Le validisme, c'est l'oppression systémique qui s'exerce sur les personnes handicapées. C'est comme le racisme pour les personnes handicapées. Donc, que tu as un handicap comme l'autisme ou que tu as un handicap mobile, comme la tétraplégie par exemple, c'est cette oppression qui a plein de caractéristiques d'ailleurs. Il faudra un jour que je fasse une conférence sur le validisme. Et une de ces caractéristiques, c'est justement de tracer une ligne très nette
entre les handicapés et les autres et minimiser le nombre de personnes handicapées pour dire il y a les vrais handicapés et les faux handicapés. Et les faux handicapés, vous allez vous démerder. Et les vrais handicapés, on va vous prendre de manière paternaliste, on va vous infantiliser. Bonne idée, je ferai une conférence sur le validisme. Et moins il y a de validisme, moins il y a besoin du mot autiste. Quelqu'un a fait ce commentaire, je trouve très juste, sur mon compte Instagram, qui est « Ça rappelle nécessaire, dans une société inclusive, il n'y a pas de noirs, d'autistes, d'aveugles, que des individus différents qui contribuent au collectif. » Et en fait, le mot, il a servi à protéger. Quand j'ai enfin compris que j'étais noir, vers 22-23 ans, comprendre que j'étais noir m'a permis de comprendre ce qu'était le racisme et de me protéger derrière le mot. C'est pareil pour l'autisme. L'autisme, il permet de te protéger du validisme en comprenant que ce que tu as vécu, le fait de t'être senti comme un extraterrestre ou une extraterrestre, le fait qu'on t'ait vu comme une personne qui était trop arrogante, trop brutale, ou trop intense, ou trop sensible, ou trop froide, tout ça, en fait, c'était le validisme et tu vas te réfugier derrière ce mot. Donc, ce mot autiste, il est à disposition de quiconque veut le revendiquer, de quiconque a l'impression d'avoir vécu de l'autistophobie. Et les identités, elles sont importantes, d'autant plus que tu vas être minorisé, que tu vas vivre de l'oppression. C'est pour ça que moi, quand je me regarde dans un miroir, je me dis jamais que je suis un homme, je me dis jamais que je suis cisgenre et je me dis jamais que je suis hétérosexuel. Ou alors je me le dis parce qu'une personne me raconte une oppression. Quand je me dis que je suis un homme, c'est qu'une amie à moi me raconte ce qu'elle vit en tant qu'une personne qui n'est pas un homme, qui n'a pas été assignée homme à la naissance. Alors que par contre, quand je me regarde dans le miroir, je me vois comme noir et autiste. Parce qu'en fait, c'est ma réalité, c'est mon vécu. Même si tu séparais mon esprit de mon corps, je serais toujours noir dans ma tête. Parce que j'ai vécu des choses qui font que je suis noir. Alors que homme, en vrai, ce qui sépare mon esprit de mon corps, je saurais pas trop te dire si je suis un homme. C'est pas un truc que je vis beaucoup dans mon quotidien. Et le dernier point de ce chapitre, c'est le fait qu'on n'ait ni médicament, ni cause unique de l'autisme, ni définition consensuelle devrait nous mettre la puce à l'oreille, qu'en fait, depuis le début, c'est peut-être juste pas une maladie, et peut-être juste qu'on a pathologisé un truc qui n'était pas à pathologiser. Et je répète, dire que l'autisme n'est pas une maladie, ce n'est pas dire que l'autisme n'est pas un handicap, au contraire. On passe au chapitre 3, la nécessité de l'autodiagnostic. J'espère que vous m'entendez encore. Je pars du principe que si vous vous plaignez pas dans le chat du micro, c'est qu'il n'a plus sauté. Je touche du bois, du bambou de mon bureau pour que ça ne ressaute pas. Donc on est sur le chapitre 3, on va parler d'autodiagnostic et de pourquoi je pense, alors je suis pas le seul, je me suis beaucoup inspiré. Ah d'ailleurs j'ai oublié, je m'étais noté que de remettre que j'avais oublié un slide et je l'ai oublié. Je me suis beaucoup, je vous mettrai dans les slides que je vous enverrai, je me suis beaucoup appuyé sur une vidéo YouTube d'Alexander Avila qui s'appelle TikTok Gave Me Autism, The Politic of Self-Diagnosis. Le TikTok m'a donné l'autisme, l'enjeu politique de l'autodiagnostic. Et donc il y a beaucoup de choses que je dis qui en vrai sont inspirées de ça. Et donc pourquoi on pense que c'est nécessaire? Premièrement, en fait, tu passes quasiment forcément par un autodiagnostic quand tu es adulte. Tu as rarement quelqu'un qui vient t'expliquer que tu es autiste si tu n'as pas été identifié à l'enfance, soit tu as un enfant qui est diagnostiqué autiste et tu te dis « Ah, ça me parle », soit tu fais un autodiag. Il n'y a pas 36 000, ça arrive de temps en temps qu'un médecin, qu'un psy t'aiguille sur la piste, mais c'est en réalité très rare. Et le point hyper important que je voulais vous dire, c'est que selon moi, il n'existe pas vraiment d'autodiagnostic. C'est pour ça que vous avez posé le sondage du début sur combien de gens parmi vous ont eu une confirmation d'une autre personne autiste et vous m'avez répondu 60%. Je pense qu'en fait, les autodiagnostics n'existent pas. C'est une situation très temporaire. Ce qui existe, c'est des paires diagnostiques. C'est-à-dire que quelqu'un vient te dire « Ah ouais, je pense que tu es autiste ». Moi, en 2017, une personne autiste m'a pointé du doigt en disant que j'étais autiste. Il y a Emma qui est dans le chat qui m'avait suggéré bien avant que j'étais autiste. Et d'ailleurs, quand début 2025, début 2025, je me dis non, mais est-ce que donc j'ai commencé à me dire que j'étais autiste vraiment vers l'été 2024. Fin à décembre 2024, je suis en train de me dire mais est-ce que j'ai pas tout imaginé dans ma tête? J'ai écrit à Emma en disant mais t'es sûr tu penses que je suis autiste ou que j'ai tout inventé? Et la réponse était non, je suis sûr que t'es autiste. Et donc il y a ce truc de voilà, il y a d'autres personnes qui te le disent. Lucie dit, s'il n'y a aucune personne qui te le dit, soit tu es la première personne autiste de ton entourage, moi c'était beaucoup mon cas et du coup tu vas recruter les autres, soit en vrai des personnes te l'ont dit et t'as pas entendu parce que les gens ne le disent pas forcément avec ces mots. Les gens m'ont dit qu'ils me l'avaient déjà dit, en vrai ils ne m'ont jamais dit avec exactement ces mots. Donc oui, quand je dis autodiagnostic n'existe pas, c'est une phrase un peu trop radicale. Ce que je veux dire, c'est que tu as beaucoup de gens
qui sont décrits comme étant autodiagnostiqués, qui en vrai sont plutôt père-diagnostiqués, mot que j'ai trouvé dans une vidéo que je vais vous montrer, enfin dont je vous parle dans 2 secondes, qui explique notamment que pourquoi le cocktail de l'autisme fait que ça se prête autant à l'autodiagnostic. Et je me suis inspiré de cette vidéo de Alistair Oudaye, je ne sais pas si ça se dit comme ça, qui est Autodiagnostic épisode 2, quelle fiabilité. Et dedans, il va mettre plusieurs axes. L'axe que vous voyez vertical, c'est la manière dont on observe la chose. Disons que c'est pour les besoins de cette démonstration, acceptons que l'autisme est une maladie et un trouble. Donc quand la médecine observe une maladie, un trouble, elle va observer les signes intérieurs, ce qu'Alistair a appelé symptômes. Donc les signes intérieurs, j'ai mal au ventre. J'ai mal au ventre, personne pourra confirmer ou infirmer que tu as vraiment mal au ventre. C'est pas un truc qu'on peut voir. On est obligé de te croire sans parole si tu as mal au ventre. Donc ça, c'est les signes intérieurs, ce qu'il a appelé les symptômes. 2, tu vas voir les signes cliniques. Clinique, c'est un mot de jargon juste pour dire observable. Donc clinique, ça veut dire que le médecin peut, avec ses yeux, observer le truc. Par exemple, si tu as une toux grasse, le médecin peut dire « Ah bah, ta toux, elle est caractéristique de telle maladie ». Et ensuite, tu vas avoir les signes paracliniques. Les signes paracliniques, c'est quand le médecin va demander des examens complémentaires, des prises de sang, des choses comme ça. Et donc ça, c'est l'axe très intérieur, enfin signe intérieur et signe extérieur. Vous voyez que l'autisme, c'est tout en bas. L'autisme, c'est que des traits intérieurs. Parce que l'autisme, il n'est pas dans les comportements, il est dans ton expérience subjective du monde. Donc au final, il n'y a qu'une seule personne qui peut être sûre et certaine que tu es autiste, c'est toi. La médecin, il peut essayer d'observer les trucs, mais en vrai, comme tout se passe à l'intérieur, il n'y a pas un truc que tu pourras checker. Contrairement à la myopie. La myopie, on peut faire un test et voir si tu es myope ou pas. Et le deuxième axe, qui est l'axe horizontal, c'est à quel point c'est une maladie, un trouble qui est connu et cru par les médecins quand ils l'observent. Et donc, plus tu es à gauche, moins c'est connu et cru. Plus tu es à droite, plus c'est connu et cru. Et il montre que l'endométriose, même si ça peut se repérer avec des examens, c'est souvent un truc qui est mal connu par les médecins et qui n'est pas cru quand tu leur dis. Et du coup, tu mets beaucoup de temps. Tu es obligé de faire un autodiag pour aller voir un spécialiste pour lui dire « Mais je pense que j'ai l'endométriose ». Parce que les médecins vont rechigner à te poser ce diagnostic, à l'inverse de la myopie, qui a des signes observables et qui est très connu et qui est très cru. L'autisme, c'est à la fois un truc qui est très interne et à la fois un truc qui n'est pas cru par les médecins, qui est énormément sous-diagnostiqué. J'ai vu quelqu'un qui estimait à 70 000 le nombre d'autistes diagnostiqués, sachant que le chiffre le plus conservateur devrait être 700 000, donc 1%, ou 2,8 millions, 4% comme moi je le pense. Donc les médecins ont tendance à largement sous-diagnostiquer l'autisme et à ne pas le croire. Point 4, contrairement à ce que je vois dans plein d'endroits, TikTok est une meilleure source d'information sur l'autisme que les médecins, de manière générale. Et je vous le dis parce que, contrairement aux gens qui ragent, moi je suis sur TikTok. Je me base sur ce que j'ai observé. Alors attention, important, je ne suis pas en train de dire que TikTok, c'est une source d'information médicale en général. TikTok, c'était de loin une moins bonne source d'information sur le Covid que les médecins. Mais je parle dans l'état des connaissances actuelles, sur TikTok, vous avez beaucoup de personnes autistes qui vont donner leur ressenti, donner leur vécu, et ça va être beaucoup mieux expliqué que par des médecins. D'ailleurs, il y a aussi des médecins qui prennent la parole sur TikTok. Et d'ailleurs, quand ils sont en anonyme, les médecins reconnaissent qu'ils sont un peu largués. Dans une enquête en 2015, 86% des professionnels de santé ont déclaré ne pas avoir les connaissances ni les compétences nécessaires pour prendre en charge les adultes autistes. Et pire que ça, dans cette recherche, les chercheurs ont été évaluer les gens que les médecins avaient en patientèle et se sont rendus compte qu'il y avait déjà des autistes et que les médecins n'étaient même pas au courant des patients et des patientes qui étaient autistes dans leur patientèle. On m'a demandé tout à l'heure cette histoire de se tromper, pas se tromper, mais on en reparlera un peu plus tard sur la validité de l'autodiagnostic. Il y a plusieurs choses. Effectivement, on peut avoir des biais de confirmation, ça existe, mais ça existe aussi chez les médecins, hein, le biais de confirmation que vous n'êtes pas autiste. Il y a un truc qui s'appelle le diagnostic différentiel, c'est hyper important. C'est comment différencier deux choses. Typiquement, là, je vous ai mis le diagnostic différentiel de autisme et bipolarité. Tout à droite, vous avez ce qui est spécifique à l'autisme, tout à gauche, ce qui est spécifique à la bipolarité, et au milieu, ce qui est le recoupement. Et donc, pour savoir si vous savez déjà que vous êtes bipolaire et que vous demandez si vous êtes autiste en plus, vous allez regarder que les trucs de la droite.
Si vous êtes bipolaire, on vous a dit que vous étiez bipolaire, mais vous doutez, c'est l'impression que vous êtes en fait autiste, vous allez regarder si en fait vous n'avez pas uniquement les trucs du milieu, vous n'avez rien de la gauche et tout de la droite, et qu'en fait on a confondu les trucs du milieu avec l'ensemble du rond. Ça, c'est un diagnostic différentiel. Si vous voulez des trucs bien faits, vous irez sur le site de Megan Anna Neff, qui a une série qui s'appelle Miss Diagnosis Monday, où elle vulgarise comme ça les diagnostics différentiels. Et surtout, vous pouvez trouver un docteur compétent ou compétente, parce que malgré tout ce que j'ai dit, je ne suis pas en train de dire qu'il n'existe pas de personnes compétentes. Il existe des docteurs compétents et compétentes en France, juste, c'est rare. Compétents sur l'autisme, pardon. Et avant de passer à la prochaine partie, petit rappel rapide de ce qu'est l'autisme, puisque bon, j'ai bien vu que vous m'avez dit que vous avez une bonne connaissance, mais ça peut pas faire de mal de faire une petite piqûre de rappel, comme on dit. J'ai changé le slide, c'est un slide que je monte à chaque conférence, et comme beaucoup de gens, moi je croyais que neuro, ça voulait dire cerveau. Et j'étais choqué en lisant le livre de Nick Walker de voir que non, neuro, ça veut dire un système nerveux, donc j'ai remplacé par un système nerveux différent, et non pas un cerveau différent. Un cerveau qui est souvent en hypervigilance. Et moi, j'aime beaucoup l'image de la table de mixage, à plein de curseurs bloqués au maximum et au minimum. Donc, tu vas avoir des autistes qui vont être très sensibles au regard des autres et des autistes qui vont être pas du tout sensibles au regard des autres, mais qui vont pas réussir à mettre le curseur au milieu. Tu vas avoir des autistes qui ont un très grand odorat, des autistes qui ont moins d'odorat. Si je vous résume très rapidement, vraiment très rapidement, l'autisme avec les 7 critères, vous avez les critères, les 4 critères du milieu qui sont ce qu'on appelle les critères B dans le DSM. Il faut avoir la moitié pour être autiste. Et les critères de droite, il faut avoir tous les critères. Dans les critères B, vous avez hyper ou hypo-réactivité sensorielle. Ça veut dire que vous avez des sens qui vont être très réactifs ou pas du tout réactifs. Par exemple, j'ai un hypo-odorat. Mais par contre, je suis très réactif à l'ouïe. Je suis très réactif à l'interoception. Là, je vous parle et le fait que j'ai envie de faire pipi me crée une douleur incroyable. Pareil pour la soif, pareil pour la faim, etc., etc. Donc ça, c'est hyper ou hyporéactivité sensorielle. Truc qui n'est arrivé dans le DSM qu'en 2013, je rappelle. Donc beaucoup de gens ont été ratés parce que ce critère n'était pas dans le DSM avant. Ensuite, vous avez les psychorigidités qui sont très souvent mal expliquées, mal décrites par routine. Routine, je ne me reconnais pas. Psychorigidité, je me reconnais. Il y a des trucs, effectivement, l'allergie à l'injustice. Le fait que quand on me dit de faire un truc, j'ai plus envie de le faire. Ça s'appelle le besoin envahissant d'autonomie. Dès que quelqu'un me dit de faire un truc, j'ai plus envie de le faire. Ma compagne me dit d'aller me brosser les dents, même si j'avais prévu de le faire, ça va me saouler. Pareil pour on m'a dit d'aller voir Titanic un jour. J'ai pas été voir Titanic parce qu'on m'a dit d'aller voir Titanic et j'ai attendu 25 ans pour le voir. Donc voilà, une espèce de psychorigidité, ça peut être plein d'autres choses, ça peut être l'aversion aux intrusions, ça peut être le besoin un peu de correction, bref, il y a plein de manières d'avoir des psychorigidités. Ensuite, vous avez les intérêts intenses, et non pas intérêts spécifiques. C'est une manière très intense de se plonger dans les sujets, très monotropique d'aller dans les sujets. Et vous avez de la répétitivité, que parfois on appelle le steaming, les tics, écouter la même musique en boucle, porter le même vêtement en boucle, etc., etc. Et ensuite, vous avez... Alors, c'est plus dur à expliquer, donc je m'étends pas trop. Je vous renverrai vers la première conférence où on a développé ça en détail. Vous avez la communication verbale autistique, il y a plein de trucs dedans. Ça peut être l'aversion au small talk, ça peut être le fait de détester saluer les gens ou d'avoir du mal à saluer les gens. Ça peut être le fait de préférer parler de sujets plutôt que de parler de relations. Ça peut être le fait de détester le small talk, ça peut être... Bref, il y a plein de manières, il y a plein de trucs dans la communication verbale autistique. Il y a le non-verbal autistique. Le plus connu, c'est le truc d'avoir du mal à regarder les gens dans les yeux, et non pas de ne pas pouvoir, d'avoir du mal. Soit vous conscientisez le regard, soit ça vous paraît intime, soit ça vous déconcentre quand vous regardez les gens. Dedans, il peut y avoir la voix, avoir une voix rapide comme la mienne, ou alors avoir une voix très monotone. Ça peut être... bref, je ne fais pas tout parce que ça serait trop long. Et le dernier, construction autistique des relations, c'est vous êtes entouré par d'autres personnes autistes, vous pouvez avoir une petite énergie sociale, vous pouvez avoir tendance à parfois être submergé et d'avoir des crises qui vont dégrader vos relations, pour avoir du mal à vous faire des amis. Alors moi, je ne me reconnaissais pas dans avoir du mal à faire des amis, parce que je me suis rendu compte après coup qu'en fait, j'ai du mal à me faire des amis alistes, mais j'ai pas du mal à me faire des amis autistes. Et donc, je vous renverrai de toute façon par email la conférence où je détaille. Vous pouvez d'ores et déjà flasher le QR code, si vous voulez. C'est la première conférence que j'avais faite où il n'y avait pas de son, justement, où j'ai dû la refilmer en studio sur OK, c'est quoi exactement l'autisme? Et je détaille vraiment en me basant sur un livre qui s'appelle Is This Autism. Je détaille vraiment les critères et je détaille de manière non validiste.
Parce que justement, et ça, je voulais vous montrer ça avant de passer quand même au truc suivant, c'est à quel point une description non validiste peut vous aider. Moi, dans le DSM de l'autisme, quand on me le présentait, je disais que j'étais à moitié autiste. À chaque fois qu'on présentait le DSM de l'autisme, je disais, bah, en fait, je coche la moitié des critères A et un critère et demi dans les critères B. Euh, Parce que c'était mal expliqué. Si tu me dis que j'ai un déficit dans le développement et le maintien et la compréhension des relations, que j'ai des difficultés à m'adapter aux contextes sociaux, que j'ai des difficultés à me faire des amis, voire j'ai une absence d'intérêt pour les humains, ah non, effectivement, je ne me reconnais pas du tout dans ce critère. Quand je l'ai vu réécrit dans les autismes par donc c'est des psys qui réécrivent les critères de l'autisme sans le validisme, sans la condescendance, et qu'elles appellent ça construction atypique des relations, qu'en fait, la joie du lien autistique découle le plus souvent d'intérêts communs, là où le lien à liste repose davantage sur les dynamiques d'interaction, sur le small talk. Les personnes autistes sont fréquemment capables d'entretenir des relations avec des personnes à liste quand il y a une compréhension mutuelle, mais cependant, c'est plus facile d'avoir des liens avec des neurosemblables, d'autres autistes. Ce critère reconnaît le besoin de recharger tes batteries après des expériences sociables soutenues, que tu aimes bien voir des gens parfois, mais que ça te prend. Voilà. Ben là, d'un coup, je me suis reconnu. Est-ce que je peux remettre le QR code? Au pire, vous retenez le bit.ly/ c'est quoi l'autisme, tout attaché, et vous pourrez retrouver. Quelqu'un a demandé la similarité entre trouble du stress post-traumatique complexe et autisme. Il y a plein de trucs qui se recoupent, mais allez justement sur le site que vous avez partagé, la mise de docteur Anna F, la Megan Anna F. Elle a un diagramme, justement, PTSD, autisme. Et en plus, il y a plein d'autistes qui ont un PTSD qui cumule les deux, notamment par le fait d'avoir vécu dans un monde qui est traumatisant pour eux et elles. Pareil, quand on me disait dans le DSM, attachement excessif à la stabilité, respect rigide des routines ou schéma ritualisé de comportement verbal ou non verbal, je me disais, ah non, pas du tout. Moi, je suis une personne très spontanée, pas du tout, j'aime pas forcément la stabilité en tant que telle, j'ai pas de routine. En plus, ça dit détresse extrême face à des petits changements, difficulté de transition, pensée rigide, le besoin d'emprunter le même trajet, manger les mêmes aliments. Enfin, oui, non, dit comme ça, c'est vrai que je ne me reconnais pas. D'un coup, quand c'est écrit par des autistes, je vais me reconnaître. Donc, dans psychorigidité autistique, il y a les autistes ont tendance à avoir un manuel de règles internes fortes et spécifiques, et ça peut surprendre les alistes. Par exemple, le besoin envahissant d'autonomie, dont je parlais tout à l'heure, l'allergie à l'injustice, le besoin impérieux de correction. Quand les gens disent des trucs qui sont faux, t'as envie de les corriger. L'aversion aux intrusions. Moi, quand ma compagne arrive chez moi 5 minutes avant l'heure qui était prévue, ça me crispe énormément. Je m'en fous du retard. Par contre, être en avance, ça va me crisper. Les autistes, ça va les crisper aussi le retard. Et moi, c'est plutôt ce truc de l'avance. C'est qui le DR? C'est quoi un DR? Donc, vous voyez, quand on m'explique ce qu'est la psychorigidité de manière non validiste, d'un coup, je me reconnais. Et je finis avec celui-là, je pourrais les faire tous, mais je finis avec les intérêts. Si tu me dis des intérêts très restreints, fixes, anormaux par leur intensité ou leur focalisation, non, je me reconnais pas. Attachement fort à des objets inhabituels, intérêt excessivement restreint ou persévérant, non, je me reconnais pas. J'ai pas. Alors, ce qui est marrant, c'est que les autres me reconnaissaient. Et c'est là que vous voyez l'effet du validisme. Les gens pas autistes, quand on leur disait ça, ils disaient ouais, c'est tout à fait Nicolas. Moi, je suis désolé, j'ai envie de vous insulter. Quand je suis décrit comme ça, j'ai envie d'insulter tout le monde. Je me reconnais pas. Mes intérêts, j'ai pas vraiment d'intérêts qui sont fixes et anormaux. Le seul intérêt qui est fixe et anormal, ça peut être la politique. Mais est-ce que c'est si anormal de s'intéresser à la politique? Alors, quand vous me dites intérêt intense, monotropisme, c'est-à-dire avoir une plus grande intensité dans l'engagement avec le sujet. Cet engagement, il peut durer toute une vie, mais aussi quelques heures. Ce qui compte, c'est pas le sujet, c'est l'intensité. La tendance à faire une chose, à avoir du mal à faire deux choses en même temps. Une intensité qui fait que tu peux monétiser parfois ce sujet, et parfois c'est l'inverse. Le sujet, il peut t'empêcher il n'est pas monétisable, donc tu es en précarité à cause de ça. Ça, ok. D'un coup, je me reconnais. Oui, l'intérêt intense, je me reconnais. Intérêt spécifique, ça veut dire quoi spécifique? Tous les intérêts sont... Déjà, intérêt spécifique, ça veut dire intérêt chelou. Moi, je vois aucun intérêt dans la vie qui est chelou. Pourquoi il y aurait des intérêts chelous et des intérêts pas chelous? Donc voilà, vous voyez que l'importance d'avoir une définition qui est non validiste, parce que c'est plus facile de se reconnaître dans une définition quand elle ne vous insulte pas. Et je finis avec ce chapitre, avec ce point que je vous avais promis, qui est la validité de l'autodiagnostic. Il y a une étude qui est sur le point de sortir,
qui est fait par une docteure autiste, justement, une docteure en psychologie, qui est en train de faire la... Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'études, justement, sur la validité de l'autodiagnostic. Les gens vous disent que c'est pas valable, mais il n'y a pas d'études pour infirmer ça. Et donc, elle a commencé en disant, OK, je vais utiliser l'AQ. L'AQ, c'est un des tests les plus connus pour repérer l'autisme. Et elle va regarder si, entre les autistes qui sont diagnostiqués médicalement, donc le bleu, les autistes qui se sont auto-identifiés, donc le vert, et les gens pas autistes, le rouge, il y a une différence dans le score. Sachant que c'est un test où, pour que le test dise « je pense que tu es autiste », il faut faire 6. Ben, on voit que la partie bleue et la partie verte, donc les autistes médicalement diagnostiqués et les autistes autodiag, entre guillemets, font plus que 7,5, là où les non-autistes font environ 4. Donc pas de différence entre les autistes diagnostiqués par un médecin ou les autistes auto-identifiés. Et ensuite, elle amène un autre truc qui est hyper fondamental, c'est ce qu'elle appelle ce qui s'appelle les RRB. Les RRB, c'est la colonne tout à l'heure, vous savez, la colonne B, qui comporte, dans ma reformulation non validiste, les comportements répétitifs, les psychorigidités, inflexibilités, les intérêts intenses et les hyper ou hyporéactivités sensorielles. Alors déjà, on peut se demander, qu'est-ce que ça fout tous ensemble? C'est quoi le rapport entre le critère B4, hyperréactivité sensorielle, et des comportements restrictifs et répétitifs? Bah, comme vous le savez maintenant, comme en 2013, on a introduit la sensorialité, bah, on s'est dit, ça ne veut pas aller dans les critères ACT, dans les critères sociaux, viens, on le fout là et voilà. Donc c'est déjà une catégorie qui est en vrai mal nommée. Et c'est pas un détail, parce que rien que ça peut faire que votre médecin ne vous reconnaît pas dedans. Et surtout, sur quoi elle insiste, c'est à quel point cette catégorie est très mal décrite. Vous avez vu tout à l'heure, je vous ai réécrit la partie inflexibilité et la partie intérêt intense, et elle dit qu'en fait, dans les descriptions officielles, c'est écrit de manière pathologisante, condescendante, et du coup, les gens, en fait, ont décrit les critères B qui leur paraissent chelous. C'est pour ça que intérêt intense, ils vont dire, ah, on va regarder des intérêts, genre quelqu'un qui aime beaucoup le petit train, quelqu'un qui nous parle de baleine tout le temps. Oui, ça vous fait chier. En fait, c'est des trucs qui font chier les alistes. Alors que l'expérience autistique, elle est évidemment plus large que ce qui fait chez les alistes. Il y a des intérêts intenses qui sont absolument pas un truc qui fait chez les alistes. Et ce qu'elle remarque, c'est donc qu'il y a des outils de mesure de ces critères qui sont les outils typiques. Et il y a un autre outil qui s'est sorti qui s'appelle le ASIA, qui a été sorti à partir des descriptions des autistes de leurs intérêts intenses, psychorigidité, etc. Un peu comme moi je vous dis, réécrit par des autistes. Et ce dont on se rend compte, c'est qu'effectivement, les personnes autodiagnostiquées vont scorer beaucoup plus bas sur les échelles normales de ce critère, mais elles vont scorer identique sur cette nouvelle échelle EASIA, avec le diagramme que je vous montre ici. Vous voyez, c'est quasiment les mêmes scores entre les autodiag et les autres, voire parfois plus grands chez les autodiag que chez les diag médicaux. Parce qu'en fait, c'est ça qui se passe. Les médecins vont rater les critères B parce que vous n'avez pas la présentation qui les fait chier. Vous n'avez pas la présentation caricaturale. Cette étude n'est pas encore sortie, mais Angela Kingdon a eu la bonté de nous le mettre à disposition sur son site, avoir les captures que je vous ai mis, c'est des extraits de ce qu'elle a mis. Elle a mis le résumé sur son site. Julie dit et ils vont scorer max au niveau de trauma. Oui, bah oui, quand tu n'as pas été diag médical quand tu es petit, forcément tu risques d'avoir un gros trauma derrière. J'avais pas vu. Anne dit, est-ce une forme de diagnostic différentiel d'observer les signes autistiques qui s'amplifient après le déclic de se reconnaître dans la description des différents critères de l'autisme? Alors non, c'est pas un diagnostic différentiel parce qu'un diagnostic différentiel, c'est différencier un truc précis de l'autisme, par exemple la bipolarité et l'autisme. Par contre, ce que tu racontes s'appelle la régression autistique. C'est un truc qui est décrit par beaucoup d'autistes qui, au moment où ils comprennent qu'ils sont autistes, les traits s'amplifient. Moi, ça m'est arrivé pendant 2-3 mois. J'ai vécu en me disant, mais attends, je suis en train de devenir autiste. Qu'est-ce qui se passe? Une fois que j'ai accepté que j'étais autiste, des trucs je me suis rendu compte à quel point les bruits m'incommodaient. Alors, je passais déjà beaucoup de temps dans ma vie avec un casque anti-bruit, mais je me suis rendu compte, une fois que j'ai accepté, à quel point, en fait, vraiment, ça m'incommodait, à quel point je prenais sur moi. On passe au chapitre 4, qui est les autistes qui fliquent l'autisme. Ah, merci Lauriane d'avoir repartagé le diagnostic différentiel entre PTSD. Alors là, tu as fait PTSD et TDAH. Peut-être que la personne, elle voulait plutôt PTSD et autisme. Et ça répond aussi à la personne qui m'a demandé tout à l'heure, le DR, le docteur. Bah, c'est docteur, je n'ai pas son nom de tête, Anna Megan F, je crois, c'est celle que tu vois dans le chat maintenant, sur Neurodivergent Insight. Chapitre 4, les autistes
qui fliquent l'autisme participent eux-mêmes à la discrimination. Je les compare beaucoup au mouvement TERF. Le mouvement TERF, c'est un mouvement qui se revendique du féminisme, mais qui se sert du féminisme pour exclure les femmes trans. C'est un mouvement évidemment d'extrême droite, mais qui se fait passer pour un mouvement féministe. Et vous avez beaucoup ce truc, malheureusement, dans l'autisme, de gens qui vont visiter les autres. Cette conférence, je l'ai fait après avoir vu une vidéo sur TikTok. En vrai, je ne veux même pas vous la raconter. Vous savez quoi, je ne veux pas vous la raconter. En gros, elle disait que l'autisme était devenu une mode et que en fait, les gens ils confondent un truc qui est leur mauvaise habitude de vie, alors que l'autisme c'est un truc dans ton cerveau, que les gens disent n'importe quoi et qu'à cause de ça, on ne prend pas au sérieux, qu'il faut arrêter de s'autoproclamer autiste, etc., etc. Et que en fait, parfois, la personne n'a aucun problème réel, elle s'auto-persuade qu'elle est malade, elle fait une auto-maladie, etc. Il n'y a rien qui est plus faux que ça. Et ce qui est fou, c'est les réactions. Alors, pour le coup, dans TikTok, il n'y a pas que des trucs bien dans TikTok. Les réactions. Alors, important, je l'ai mis dans le slide. Hein. Si vous savez qui est la personne, n'allez pas la harceler. Pas en mon nom. Hein. N'allez pas harceler cette personne. Cette personne, en plus, c'est une personne autiste qui fait de son mieux pour faire du contenu, qui a dans son contenu, a fait ce contenu que je n'approuve pas. Ça ne veut pas dire que, un, je n'approuve pas le reste du contenu, et deux, c'est absolument pas une raison d'aller harceler les gens. Et dans les commentaires, il y a un commentaire qui est « J'ai pas osé dire à la maîtresse de mon fils qu'il est TDAH à cause des parents qui justifient que leur enfant fasse n'importe quoi en disant il est TDAH. » Résultat, c'est la maîtresse qui m'a parlé du TDAH et qu'il fallait les vérifier pour lui. Quelqu'un a mis dans le chat le mot « gatekeep ». Gatekeeping en anglais, c'est ça. C'est les gens qui vont protéger une institution, protéger le diagnostic de l'autisme TDAH. Et c'est fou, cette personne se dit, en tant que maman, c'est la faute des autres mamans qui, selon moi, se trompent, parce que c'est selon elle, hein, parce qu'on ne sait pas. Elle dit plein de parents justifient que leur enfant fait n'importe quoi en disant qu'il est TDAH, mais vu le nombre de TDAH dans la population, je crois que c'est entre 5 et 10% de mémoire. C'est normal qu'elle voit beaucoup d'enfants, de parents TDAH, c'est logique. Et elle a décidé que c'était pas vrai, et du coup, c'est à cause de ses parents qu'elle n'a pas été par le TDAH à la maîtresse. J'ai du mal à comprendre la logique. Autre commentaire que j'ai vu, merci, les gens pensent que c'est stylé, voire à la mode. Ce qui est fou, c'est que en 1962, les gens disaient déjà que le diagnostic de l'autisme était devenu à la mode. Alors je l'ai pas remis dans les slides, mais je l'ai mis dans mes emails, parce qu'en fait là, je vous fais la conférence, mais j'ai fait une version écrite de cette conférence quasiment sur les dernières semaines, que vous pourrez trouver dans ma newsletter que je vous mettrai à la fin. Et dedans, je mettais une citation d'un psychiatre des années de 62 qui disait déjà de nos jours, tout le monde dit qu'il est autiste, etc. Ça fait depuis les années 60 qu'on dit que l'autisme est une mode. Je sais pas ce qu'est la définition d'une mode, mais dans ma définition à moi, une mode, c'est un petit moment, parce que si ça dure 80 ans, c'est bizarre comme mot, mode. Une autre personne dit ça décrédibilise nos quotidiens. Je vois pas en quoi quand des personnes s'intéressent au TDAH, s'intéressent à l'autisme, ça décrédibilise ton quotidien à toi. J'en viens à pas dire. Alors les TND, c'est le mot médical pour dire trouble de neurodéveloppement. C'est un autre terme de maladie. C'est TSA, c'est le nom pour pathologiser l'autisme. TND, c'est le nom pour pathologiser à la fois l'autisme et le TDAH. Pareil, une personne qui dit voilà, moi c'est trop cher d'aller me faire diagnostiquer, du coup je dis que j'ai une suspicion d'autisme. En fait, c'est pas un mot magique, t'as le droit de dire que t'es autiste. Pourquoi tu veux dire suspicion de? En plus, c'est bizarre comme mot, suspicion. On dirait que t'es coupable d'être autiste, tu vois. Donc vraiment, c'est pas la faute des autistes qui s'autodiaguent si jamais vous souffrez de gens qui ne vous croient pas. Les gens ne vous croient pas depuis le début. Ça fait depuis les années 60 qu'on ne vous croit pas. La France s'en fout. La France a été condamnée. C'est pas à cause des autodiaques qu'on ne vous croit pas. Et je vais toujours citer la chaîne 2A qui dit « C'est quoi votre projet de société? C'est quoi votre combat? Je ne comprends pas le but de se battre pour ça. Admettons qu'il y a des gens qui se trompent. Ça vous regarde? Eh ben non, ça ne vous regarde pas. Parce que si vous souffrez et que la société ne le voit pas, ou ne vous trouve pas légitime à le dire, ou ne veut pas l'entendre, vous prendre au sérieux, s'adapter à vous, eh ben dans ce cas, votre ennemi, c'est pas les autres gens qui souffrent. Votre ennemi, c'est le validisme. Et c'est fou parce que, pareil, même dans ma communauté, les gens, quand ils disent qu'ils veulent un diag médical, c'est pour convaincre leurs proches. Je trouve ça fou. Parce que, alors moi, j'ai un privilège masculin. J'ai parlé autour de moi, personne n'aurait osé me contredire, tu vois. On peut débattre, mais de là, je te dis que je sais, toi tu sais pas. Enfin, sauf si tu as des infos et que tu te hausses en niveau de connaissance, pourquoi pas. Mais si tu es ignare et que tu veux m'expliquer ton point de vue d'ignorant, ça va mal se passer, tu vois.
Et je trouve fou de devoir avoir besoin d'un diag médical pour convaincre les autres, pour se sentir légitime, parce que les autres ne nous écoutent pas à cause d'un monde validiste. Et parce que les gens ont une image faussée de ce qu'est l'autisme, ils ont l'image de ce qu'ils ont vu à la télé. Et oui, je trouve ça fou pareil que dans un mouvement où le but c'est l'inclusion, des gens se disent ah ouais, ce que je vais faire c'est exclure les gens et je vais bisuter les autres. C'est pas parce que toi t'as accepté d'être bisuté par diagnostic médical que les autres doivent le faire. D'ailleurs j'avais prévu à la base un réel Instagram sous forme de blague, mais que j'ai pas fait parce que je me dis en fait il y a des gens qui ça pourrait toucher et qui sont pas dans les flics de l'autisme, c'est de dire bah attendez t'as fait un diag médical, mais t'es autiste, t'es sûr? Parce que autiste, du coup, ça veut dire que tu penses par toi-même. Ça veut dire que t'as un besoin envahissant d'autonomie. Comment tu peux être autiste si tu demandes de l'avis de quelqu'un d'autre? Je fais pas cette blague parce que je sais qu'il y a des gens qui ont besoin de légitimité parce qu'elles sont des autistes d'un système patriarcal et qu'en fait, elles ont tellement douté d'elles-mêmes qu'elles ont besoin de cette validation. Mais ce truc que j'avais en tête, c'est pour leur montrer que c'est tellement débile de vouloir shamer les autres. Moi, si je voulais, je pourrais aussi shamer le diag médical. La bonne chose à faire, c'est de shamer personne. Et petit rappel aussi, hein, un docteur, c'est pas un statut comme prêtre. Hein. C'est censé être un praticien de la science. Parfois, les gens me disent ouais, mais je me rends compte, le docteur, il a dit ça dans la vidéo qui m'avait trigger. Elle disait ça. Elle disait bah attends, un docteur m'a dit que le téléphone, ça faisait croire aux gens que c'était TDAH. En fait, ils sont pas TDAH. En fait, il n'y a pas d'études qui montrent ça. Et le docteur, vous n'êtes pas censé le croire comme un prêtre. On est censé avoir de la science. La science, c'est le doute. La science, c'est la discussion. La science, c'est le débat. C'est pas il est docteur, donc il a raison. Non, effectivement, que je fais plus confiance à un docteur dans sa sphère d'expertise parce qu'il a plus étudié. Mais s'il n'a pas étudié, bah, je vais pas le croire sans parole parce qu'il est juste docteur. Il y a une vidéo qui est très bien là-dessus. Pareil, je vous mettrai dans le slide, qui est Autism Self-Diagnosis is Invalid. C'est un mec qui joue justement un docteur qui explique pourquoi il dit que l'autodiag est invalide et il se fait cuisiner par l'autre et il finit par laisser échapper qu'en fait, c'est juste que ça l'énerve d'avoir des gens qui remettent en question son expertise et c'est pour ça qu'il est crispé. C'est souvent ça en vrai. Autre point hyper important, je vous rappelle qu'une personne autiste diagnostiquée aliste, donc non autiste par un médecin, elle reste autiste. Hein. Il n'y a pas de magie dans le diag médical. Si le diag se trompe, ça ne change pas qui vous êtes. J'adore ce même qui est à gauche, avoir un diagnostic, à droite, pas avoir un diagnostic, et en fait, les deux mènent le même chemin, être quand même autiste. Tu es autiste ou tu es pas autiste, qu'un diag le dise ou qu'un diag le dise pas. Et le 4 bis, c'est une personne aliste qui serait diagnostiquée autiste par un médecin, elle resterait aliste aussi. Le diag, il n'a pas de pouvoir magique. Le diag, c'est un avis. Et surtout, personne ne dit qu'il est autiste par mode ou envie de se différencier. Ça n'existe pas. J'ai fait un appel sur LinkedIn. J'ai dit aux gens, OK, vous arrêtez pas de me dire qu'être autiste, c'est à la mode. Est-ce que vous pouvez envoyer tous ces gens qui disent qu'ils sont autistes, qui pensent qu'ils sont autistes, que c'est à la mode? Parce que moi, je ne vois que des autistes qui doutent, des gens qui hésitent. Je fais des visios d'auto-identification collective. Les gens, ils doutent. J'ai eu une personne en visio qui m'a expliqué qu'elle avait 3 diagnostics officiels dans 2 pays différents, France et Pays-Bas, mais qu'elle doutait encore d'être autiste. Moi-même, on m'avait dit que j'étais autiste, je ne l'ai pas cru. Enfin, la totalité des autistes que je rencontre me disent « Ah, je sais pas, il faut que je regarde, il faut que j'analyse, il faut que je lise plus. » Enfin, les gens n'ont pas envie de s'attribuer une identité stigmatisée. Surtout quand des ministres utilisent encore le mot comme une insulte, pas plus tard qu'il y a 3-4 mois. Et donc, je disais sur LinkedIn, vas-y, vous pouvez envoyer les gens qui trouvent ça trop cool d'être autiste, parce qu'apparemment, il y en a plein. En plus, ça me ferait des clients, parce que comme je vends aussi des programmes, je vends un programme d'auto-identification, ça m'arrangerait d'avoir tous ces gens, je serais très riche s'il y a tous ces gens qui se précipitaient pour vouloir être autiste. Et donc, j'ai fait un appel solennel à montrer les photos autistes, et évidemment, vous imaginez ce qui s'est passé. Rien n'a été remonté, parce qu'en fait, c'est une panique morale. C'est un truc qu'on invente parce que ça ressemble beaucoup, tu sais, aux gens qui disent la musique c'était mieux avant. Ce truc très nostalgique, réactionnaire de l'autisme c'est plus comme quand j'étais jeune, donc forcément c'est que c'est faux. Et non, je vous le dis, dire qu'on est autiste, ça demande un courage monstre. C'est pour ça que ça m'énerve autant les gens qui font du gatekeeping, qui vous ridiculisent, etc.
Je voulais finir avec cette idée d'importance de l'autodétermination, qu'en fait c'est dur de se construire une dignité si vous reconnaissez une autorité supérieure. Les seules personnes qui peuvent dire qui sont les autistes sont les personnes autistes, les chercheurs autistes, les communautés autistes, les médecins autistes, parce qu'il existe des médecins autistes. Hein, quand je vous ai montré les diagrammes différentiels, c'est par une docteure qui est autiste. Angela Kindon sur la recherche sur l'autisme, c'est aussi une docteure en psychologie qui est autiste. Damian Milton, le mec qui a prouvé qu'en fait les autistes ne manquaient pas d'empathie, mais qui avait au contraire un paradoxe de la double empathie, c'est que les autistes ne comprennent pas les ALIStes, mais les ALIStes ne comprennent pas les autistes non plus. En fait, c'est dans les deux sens. C'est un chercheur autiste, évidemment, c'est pas un hasard. Donc, j'aspire à ce qu'on se reprenne en main et qu'on se rappelle cette phrase de Nelson Mandela, qui est tout ce qui est fait pour nous, mais sans nous, est fait contre nous. Et ça, malheureusement, dans l'autisme, il y a vraiment ce truc de on va attendre qu'une autorité suprême nous sauve. Et ben voilà, on arrive sur la fin. Et comme d'habitude, je conclue en vous disant quoi faire si vous demandez cet autiste. N'hésitez pas à mettre des questions. Vous avez un onglet questions si vous voulez. J'ai vu que je vois qu'il y a déjà 2 questions que je vais traiter. Si vous voulez que j'ai plus de chances de voir votre question, parce qu'il y a plein de trucs dans le chat, mettez-le dans l'onglet spécialisé. Que faire si vous demandez si vous êtes autiste? Vous pouvez faire des autotests, je vous en enverrai. Vous pouvez faire la conférence dont je vous parle sur décrire l'autisme. J'ai un parcours d'auto-identification. Je vous fais pas la pub aujourd'hui, alors je peux vous envoyer quand même. Je vous mets dans le chat, si vous voulez, une petite promo pour ce parcours d'auto-identification, mais je ne fais pas la pub maintenant, je vous ferai la pub par email. Vous allez recevoir des emails. Si vous voulez plus recevoir d'emails, vous vous désabonnez. Vous allez recevoir plein d'emails pour faire la pub pour ce parcours d'auto-identification. Vous avez des livres, je pourrais vous envoyer plein de références de livres sur l'autisme. Et le truc qui est important, c'est de commencer à aménager votre vie et d'essayer les aménagements les plus connus, d'essayer les casques anti-bruit, d'essayer de comprendre comment fonctionne la culture ALICE. J'ai fait une conférence justement sur naviguer avec les gens normaux. Commencez à adapter votre vie. Et si votre vie s'améliore en appliquant des aménagements autistiques, ça va aussi vous renforcer. Moi, quand je doutais, quand j'étais entre août 2024 et décembre 2024, où j'essayais de solidifier mon identité, j'ai fait une thérapie autistique sur un site qui s'appelle Autothérapie. Et en fait, ma vie s'est tellement améliorée, beaucoup plus que toutes les thérapies avant, que je me suis dit, ah oui, d'accord. Bah, si la thérapie autistique, c'est le seul truc qui marche sur moi, peut-être que Nicolas, faut te dire que tu es autiste. N'hésitez pas à chercher de l'aide professionnelle. Malgré tout ce que j'ai dit, vous pouvez avoir de l'aide professionnelle avec des psys spécialisés, des autres spécialistes, des livres écrits par les psys. Aurore dit, je vais bien recevoir le mail. Oui, par défaut, vous recevez l'email. Hein. Par défaut, vous avez mis votre email pour cette conférence, donc vous allez recevoir des emails. C'est seulement si vous vous désinscrivez que vous ne les recevez pas. Et je vous ai mis, très important, et je vous la remettrai dans les slides, dans ce que je vous envoie, une liste participative des psy safe sur l'autisme. Donc c'est créé par la communauté française autistique, c'est pas moi qui l'ai faite, c'est une spreadsheet, enfin c'est un Google Sheet avec plein de noms de psy et de médecins qui ont été identifiés comme étant safe. Ne restez pas seul avec tout ça. Émilie dit, est-ce que c'est d'être dehors avec un casque anti-bruit? Il faut quand même entendre les voitures et les dangers. Oui, bon, en fait, t'entends quand même, t'entends pas rien avec un casque anti-bruit, t'entends quand même les voitures. N'hésitez pas à trouver une communauté. J'ai une communauté que je vous remettrai pareil par mail. N'hésitez pas à parler à vos proches, vous rendre compte que peut-être que vous êtes avec plein d'autistes sans vous en rendre compte. Et voilà, un petit lien vers mes plateformes et je regarde les questions. Il y a 2 questions, alors il reste 5 minutes. Première question, comment on différencie une femme HPI, une femme autiste? Quelles sont les caractéristiques différenciantes? En fait, c'est la conférence de la dernière fois, donc je vous la renverrai. Quand tu as un haut QI, ça doit générer aucune difficulté. Donc en fait, s'il y a des difficultés, déjà, c'est pas le HPI qui peut l'expliquer. Un haut QI, ça ne peut que t'aider dans la vie. Donc si tu observes que tu as des difficultés, que tu as des hypersensorialités, que tu as des psychorigidités, que tu as des intérêts intenses, que tu as du mal avec les fonctions exécutives, à gérer la vie d'adulte, etc., probablement plus l'autisme que le HPI. HPI, je rappelle, c'est pas un diagnostic normalement. Autre question, comment se protéger de l'administration des traumas de violences subies à cause d'un malaise autistique causé par un employé? Ils ne reconnaissent pas les dommages moraux et physiques et psychiques subis, n'ayant pas les moyens et l'énergie pour un avocat. Comment sortir cette colère d'injustice? Je n'ai aucune idée. Je peux dire seulement que je compatis avec toi. N'hésite pas à venir dans la communauté pour poser la question d'autres gens qui auraient vécu ça. Tout ce que je peux te dire, c'est courage. Et peut-être aussi, moi j'ai remarqué que parfois, parler avec des termes que les gens connaissent mieux, ça peut aider. J'ai fait un shutdown dans un Uniqlo, parce que je vivais ce qui était selon moi une injustice. Donc ils ont appelé la police.
La vraie police, cette fois, pas la police de l'autisme. La vraie police est arrivée et ils m'ont traité très durement. Et à un moment, elle me posait des questions, la policière, et j'arrivais pas à répondre bien parce que soit je répondais trop littéralement pour elle, soit je répondais trop vaguement. Et elle disait, ah, vous pinaillez sur les mots et tout. Je dis, bah, parce que je suis autiste. Je vois aucun rapport. Je disais, ah ouais, il y a des gens qui voient pas le rapport entre une pensée littérale et être autiste. Dire que je suis autiste n'a absolument pas aidé l'interaction. Alors que quand j'ai dit que je faisais une crise d'angoisse, il y a un policier qui est devenu beaucoup plus sympa, qui a dit ah, amenez-lui de l'eau, trouvez-lui de l'eau, on va ramener une bouteille d'eau. Le mot crise d'angoisse, il est beaucoup plus connu que shutdown autistique. Donc, n'hésite pas aussi à te rattacher à des mots qui sont plus connus. Est-ce que je pense faire une conférence sur l'ADHD qui est quand même différent de l'autisme? Plus ça avance, Charlie, et plus je me dis que non. Parce qu'en vrai, les chiffres, c'est entre 50 et 80% des autistes qui sont aussi TDAH. Je crois que j'ai jamais rencontré, pour l'instant, je crois que j'ai un seul pote qui est autiste, pas TDAH. La plupart des gens, c'est juste des autistes TDAH, ils savent pas qu'ils sont les deux à la fois. Donc, en vrai, je ferais pas une conférence pour dire que c'est différent de l'autisme. Je ferais une conférence pour dire qu'en vrai, c'est un truc qui est souvent associé. J'ai un pote avec qui je suis d'accord, sur lequel on débat beaucoup, et on se dit qu'en vrai, dans le DSM 6 ou 7, probablement qu'un jour, on dira autisme avec ou sans TDAH. Tellement le TDAH, il est très commun chez les personnes autistes. Il n'y a pas beaucoup d'autistes qui ne sont pas TDAH. Mais tu as raison, la partie TDAH, elle emmène des enjeux qui sont parfois négligés, notamment les enjeux sur la vie d'adulte. Peut dire l'administratif, etc. Laurence dit tu vas monter une asso? Non, je ne monterai pas d'asso. Moi, j'aime bien gagner de l'argent, j'aime bien gagner ma vie. Donc, je fais beaucoup de gratuit. Là, cette conférence, elle est gratuite. Rien ne vous oblige à acheter les produits derrière. Mais je crois beaucoup en gagner de l'argent pour être soutenable. J'ai fait l'erreur quand j'étais plus jeune de faire des trucs où je gagnais pas d'argent. Un blog s'appelle Dessine-toi un emploi. Je aidais les gens à trouver un emploi. J'ai mis 10 000 euros de ma poche sur 3 ans. J'ai jamais gagné d'argent. Évidemment que le blog, il a fini par disparaître parce que c'est un truc qui n'est pas financé. Il n'est pas durable. Des présentations au personnel de santé. Bah, il y a Emma justement qui alors je sais pas si je peux le dire en public sur le truc. Bah du coup je le dis pas, comme j'ai un doute. Mais oui, en tout cas, il y a des besoins de formation des professionnels de santé, des EHPAD, etc. Ça c'est sûr et certain. J'ai pas le temps pour ça, mais je pense que vers 2027, je vais me tourner aussi vers des interventions en entreprise. C'est un truc que je fais déjà sur le recrutement et que j'aimerais bien refaire. D'autres questions? Je regarde l'onglet questions. Oh là là, plein de trucs dans l'onglet questions qui sont arrivés. Serait bien une liste de contacts safe qu'on puisse donner par secteur. Bah ça, vous l'avez, hein, la liste de contacts safe. Je vous les mets dans les slides et dans les emails. Comment brièvement expliquer qu'on est autiste à des alistes dans des enjeux médico-administratifs énormes? Bah généralement, je dis pas que je suis autiste. Je dis que j'ai des besoins spécifiques, tu vois. Je vais dire mes besoins. Je vais dire j'ai besoin que le rendez-vous il commence à l'heure parce que je suis une personne qui fait beaucoup de crises d'angoisse. Sinon, j'ai besoin qu'on me dise les choses de manière très littérale parce que je suis un peu bébête, tu vois. J'hésite pas à faire de l'autodérision et à définir mes besoins plutôt que d'écrire l'autisme. Ou si je vois que la personne elle s'y connaît un petit peu, je lui dis. Je me pose tant de questions. Tu connais la pensée de Carl Jung, qu'en penses-tu? Je pense que Carl Jung c'est un escroc. Quelles ressources existent pour des femmes autistes, TDAH et racisées? Alors malheureusement, pas beaucoup. Pas beaucoup. Bah écoute, je note le commentaire et je regarde si je trouve des personnes. Je crois que j'en suis une ou deux des personnes autistes, TDAH, racisées. Est-ce que j'ai creusé le sujet du monotropisme comme théorie de l'autisme? Oui, moi je suis très convaincu par cette théorie. C'est ça que j'ai mis intérêt intense au monotropisme. Il y a une théorie qui dit qu'en fait, l'autisme est beaucoup expliqué par le monotropisme. Donc c'est que ton cerveau, il a une tendance à tunnéliser. C'est pour ça qu'il va tunnéliser dans les intérêts. C'est pour ça que quand tu as un sens qui est très développé, il va tunnéliser. Ton cerveau va pas réussir à faire abstraction d'un bruit parce qu'il tunnélise sur le bruit. Vraiment, cette théorie de l'autisme comme étant un truc qui est monotropique, ça me parle clairement. Quels sont les pays, villes, sociétés les plus TDAH et autisme-friendly? Dur à dire. Je peux juste te dire que beaucoup de personnes autistes disent que quand elles sont à l'étranger, c'est plus facile parce que leur différence est attribuée au fait qu'elles sont étrangères. Moi, quand j'étais en Pologne, les gens disaient ah Nico the French guy, tu vois. Et il y a plein de trucs maintenant quand je réécris qui disaient ouais c'est Nico the French guy. En fait non, c'est Nico the autistic guy. Mais du coup, ça leur paraissait logique parce que j'étais pas polonais, tu vois. Ce que je peux dire, c'est que il y a aussi des sociétés qu'on appelle high context et des sociétés low context. La France, c'est une société qui est plutôt medium context. Une société qui est low context, comme les Allemands et les Pays-Bas, c'est une société où dans la culture, on va pas attendre de toi que tu dises les sous-entendus. Tout va être très dit de manière littérale. Là où au Japon, c'est une société qui est high context, on va attendre de toi que tu comprennes les sous-entendus. Bah, généralement, les autistes sont plus à l'aise dans une société qui est low context et une société qui est high context pour une raison qui est évidente. Et ben voilà, on arrive à la
fin du temps que je vous avais demandé. Je vais pas vous prendre plus sur votre temps. Tu peux nous en dire plus sur Jung. En vrai, sur Jung, allez dans Wikipédia. Quand vous avez un doute, tapez le nom de quelqu'un dans Wikipédia et vous voyez. Il y a quand même beaucoup de, il y a quand même beaucoup direct. Ouais, mais je trouve que le cas de Carl Jung, il est tellement déjà traité très bien dans Wikipédia que pas la peine de m'étendre. Je pourrais peut-être vous faire un truc plus détaillé dans les emails. Inès dit continue à gâcher de l'argent avec ce que tu fais. Ton travail est incroyable. Merci Inès. Et ben voilà, sur ce les amis, merci de m'avoir écouté. Je vous rappelle que vous recevrez par email à la fois le code promo pour le parcours d'auto-identification, les ressources supplémentaires, des emails à n'en plus finir. Vous recevez des emails à l'infini, hein, donc si vous voulez pas d'email, vous désinscrivez, c'est très simple. Vous appuyez sur désinscrire, vous recevez plus les emails. Attendez le premier email pour vous désinscrire. Si vous vous désinscrivez de l'email que vous avez reçu de rappel, ça marchera pas, c'est pas la même plateforme. Attendez le premier email qui arrive bientôt, et là vous pourrez vous désinscrire. Et voilà. Les amis, merci de m'avoir écouté et on se voit pour la prochaine conférence. À très vite.